qu'on démarre. Donc, bonjour à toutes et à tous. Et merci d'être venus là ce soir, d'autant que nous venons de prendre conscience que c'est ce soir le match inaugural de la Coupe du Monde de football. Donc, j'en conclus que vous préférez venir parler des problèmes d'eau que de regarder un match de foot, et c'est tout à fait, enfin c'est un effort que je retiens. Donc vous dire deux mots. Donc ce débat est organisé au CODEV, à la médiathèque, et donc c'est un partenariat avec la médiathèque depuis longtemps que je salue et que je remercie au passage. Vous savez que le CODEV est une assemblée issue de la société civile, comme on dit, qui, sur saisine de la métropole ou sur autosaisine, produit des contributions et des avis sur les dossiers et les sujets qui participent du développement de la métropole de Toulouse. Vous dire que nous avons récemment émis un avis sur la révision du PDU avec les CODEV du Muretin et du Sicoval, avec lesquels nous travaillons en ce moment sur la révision du SCOT. Nous venons aussi d'émettre un avis sur le PLUIH. Nous avons travaillé sur la politique de la ville. Nous reprenons notre contribution sur l'emploi. Nous allons probablement engager en septembre une réflexion sur la culture. Bref, nous travaillons. Vous pouvez trouver nos contributions sur le site du CODEV. Vous le savez aussi, une des missions du CODEV est celle d'éclairer, outre plutôt l'éclairage des politiques publiques par nos contributions en mobilisant l'expertise citoyenne et usagère de la société civile. Une de nos missions est de contribuer au débat public sur des sujets d'actualité. Nous le faisons par des débats et par des conférences. Nous avons, sur le sujet qui nous occupe ce soir, organisé il y a 2 mois environ un débat sur les modalités de la gestion de l'eau en régie directe ou par une DSP, parce que, vous le savez, à la fin de l'année, le Conseil métropolitain toulousain aura à choisir entre les deux. Il nous a donc semblé nécessaire que, sur une question qui touche à notre quotidien, les arguments avancés en faveur ou contre l'une et l'autre des deux solutions puissent s'exprimer. Ce débat a donné lieu à un compte-rendu que vous avez sur la table, qui est accessible aussi sur le site. Et suite à ce débat, nous avons souhaité poursuivre les échanges pour que chacune et chacun se fasse un avis le plus informé possible sur cette question. C'est pourquoi nous avons invité Rémi Barbier, qui est professeur à l'École nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg et directeur d'un laboratoire de recherche, à venir éclairer notre lanterne. Il occupe par ailleurs diverses fonctions, dont celle de membre du comité scientifique de l'Agence de l'eau Seine-Normandie. Je le remercie vivement d'avoir accepté de venir partager avec nous sa compréhension des enjeux et de nous aider à les décrypter. Également, afin de permettre à chacune et chacun de disposer des informations de base sur un sujet qui s'avère complexe, un petit livret vous a été remis. Il était aussi à votre disposition à l'entrée. Il précise un certain nombre de définitions. Il a été réalisé par Marion Brett. Alors, je ne sais pas où est Marion. Marion est là, qui effectue son stage de master au CODEV et que je remercie, voilà, du travail préparatoire qu'elle a fait. Vous connaissez les règles du jeu de ces conférences. Donc, on laisse le temps au conférencier de dérouler largement son propos, donc sur environ 1 heure. Et puis, on a 1 heure d'échange, sachant que nous devons quitter les lieux
à 20 heures pour respecter les horaires d'ouverture de la médiathèque. Néanmoins, suivez l'actualité du CODEV donc sur notre site, parce que sur cette question-là, probablement qu'en septembre-octobre, nous serons amenés à reprendre une initiative, c'est-à-dire à poursuivre la discussion et la mise en débat sur une modalité qui n'est pas arrêtée pour le moment, mais qui sera précisée probablement à la rentrée. Et si vous voulez être informé de manière plus personnelle de nos activités, vous laissez à l'entrée vos coordonnées. Et même plus, si vous avez envie de venir travailler avec le CODEV est totalement ouvert, eh bien vous pouvez vous manifester auprès de nous et nous serons tout à fait heureux de vous accueillir, puisque ce qui fait la qualité du CODEV, eh bien, c'est l'implication de ses membres, tous bénévoles, qui participent à nos travaux. Voilà, merci à vous, et puis je passe la parole à Rémi Barbier. Très bien, merci Marie-Christine, et merci pour votre invitation. Merci également donc, à vous toutes et à vous tous donc, d'avoir résisté à la tentation du match d'ouverture du mondial. Bon, cela dit, maintenant avec le replay, donc disons, le sacrifice n'est quand même pas si important que ça, mais enfin quand même merci, merci d'être venu. Je vais juste vous donner tout d'abord quelques éléments de présentation personnelle. Donc, comme l'a dit Marie-Christine, moi je travaille, donc je suis enseignant-chercheur donc à l'ENGES, qui est une école du ministère de l'Agriculture. C'est une école, au départ, en fait, on formait essentiellement des fonctionnaires, en fait, des fonctionnaires techniques, des corps techniques de l'État, qui ont largement contribué à l'équipement rural, c'est-à-dire en fait beaucoup aux adductions d'eau, à la mise en place de l'assainissement dans les années 60-70, et puis qui ont été également très mobilisés dans ce qu'on a appelé l'ingénierie publique. L'ingénierie publique donc, qui venait notamment en appui aux collectivités locales dans la gestion des services, mais également donc, en appui à la négociation et à la régulation des contrats de délégation de services publics. Alors voilà, aujourd'hui bon, c'est une école qui forme également donc, beaucoup d'ingénieurs qui vont travailler dans... on a toujours des fonctionnaires, mais la majorité maintenant ce sont des civils qui vont travailler un peu partout dans les bureaux d'études ou dans les grandes entreprises du domaine. Mon laboratoire, donc GEST, pour gestion territoriale de l'eau et de l'environnement, c'est dans le jargon universitaire ce qu'on appelle une UMR, unité mixte de recherche. Donc on a deux tutelles, donc l'ENGES et puis IRSTEA. IRSTEA que vous connaissez, alors peut-être ou pas, et éventuellement sous son ancien nom, c'était le CEMAGREF, c'était le machinisme agricole, le génie rural, c'est le génie rural historique, les eaux et forêts. Bon, maintenant ça s'appelle IRSTEA, puis c'est en train de fusionner avec l'INRA, enfin bon, peu importe. Et donc nous, GEST, on est une équipe de 11 chercheurs en sciences sociales. Et on travaille donc sur une pluralité de problématiques liées à la gestion des services publics, d'eau, d'assainissement, de déchets également, et également donc, sur des enjeux liés à la gestion de la ressource. Et on a des collaborations donc, voilà, aussi bien avec des collectivités territoriales, avec le secteur associatif aussi d'ailleurs, avec France Liberté, coordination Eau-Île-de-France, et puis on a des collaborations également avec des grandes entreprises, avec Veolia, avec Suez, voilà. Alors, ce que je vais, disons, l'intention à mon propos pour ce soir, alors je n'ai rien de particulier à vous dire sur la situation toulousaine en tant que telle, ça c'est en quelque sorte, c'est votre affaire. Moi, ce que je peux éventuellement essayer de faire, c'est de contribuer à la réflexion collective, ce que disait tout à l'heure à l'instant Marie-Christine, et donc d'alimenter, d'apporter un certain nombre d'éléments. J'espère qu'ils seront nouveaux et qu'ils vous intéresseront pour alimenter donc cette réflexion, ouvrir quelques perspectives et procéder, comme vous le verrez tout au long de ma présentation, à quelques concordances des temps, pour reprendre le titre d'une célèbre émission radiophonique. Et donc je vais faire des allers-retours en fait entre le 19e siècle, 20e siècle, et c'est un peu ce qui explique ce titre qui vous a peut-être paru un petit peu mystérieux. C'est quoi cette valse à 3 temps? Eh bien en fait c'est les différents temps les alternances, en fait, un mouvement un peu de pendule, de bascule entre gestion privée, gestion publique, gestion privée, voilà. Et la question, ça se termine par la valse à 3 temps, et après, c'est
poser un peu peut-être, essayer d'élargir un peu le questionnement au-delà de cette problématique du choix d'une gestion publique ou d'une gestion privée sur les grands enjeux de c'est quoi finalement une politique de l'eau et quels sont les éléments auxquels il faut, qu'il faut avoir en tête. Donc, ce sera ça l'essentiel de mon propos. Alors, avant de démarrer donc, par le premier temps, le deuxième temps et le troisième temps, je vais tout d'abord, il m'a semblé utile de procéder à quelques éléments de rappel et de cadrage, parce que j'imagine bien que dans l'Assemblée, il y a des gens qui sont tout à fait au fait de tout ce que je vais dire, des subtilités de la gestion de l'eau, etc., des différents modes de gestion. Peut-être que pour d'autres personnes, c'est moins le cas, et donc j'ai prévu donc de commencer par quelques éléments de rappel et de cadrage un petit peu général. Alors, le premier élément de cadrage, donc pour fixer ces quelques repères, donc il tient en deux éléments. Alors moi, ce que je dois dire aussi, c'est que je ne vais parler que de l'eau potable, de l'eau du robinet. Je ne parle pas du tout de la gestion de la ressource, je l'aborderai, j'en parlerai un tout petit peu, mais on est bien ici, on parle de cette eau donc, qui nous arrive au robinet. Alors, cette eau qui nous arrive donc au robinet, c'est un bien économique. C'est un bien économique au sens où il faut bien donc une élaboration humaine. Il faut des captages, il faut des usines, il faut des réseaux et il faut des gens pour faire fonctionner tout ça. Ce produit donc, qui est élaboré par des services avec des gens compétents, il sert à satisfaire un certain nombre de besoins. Et ces besoins, ils sont, ils peuvent pas être illimités. On a des contraintes, ne serait-ce que le dimensionnement du service qui est dimensionné pour satisfaire une demande de pointe. Et donc, ça introduit une dimension de rareté. On n'a pas donc une eau qui peut être, en disponibilité illimitée. Et c'est ce qui justifie cette notion de bien économique. Donc ça, c'est un point, de fait. C'est un bien économique. Alors, à partir de là, là où, ça devient plus, on est sur des choix politiques, c'est le fait que ce bien économique relève donc d'une gestion marchande. Une gestion marchande ou commerciale, peu importe le terme. Et comme vous le savez, donc, il est donc élaboré donc comme je l'ai dit, et il est donc vendu à des consommateurs qui donc payent ensuite le payent à travers leur facture. Et ça, c'est indépendant du mode de gestion. Bon, donc c'est une gestion marchande qui est donc indépendante de ce mode de gestion et qui est liée à la nature particulière de ce service public qui est donc un service public à caractère industriel et commercial. Voilà, c'est bien ça, parce qu'il est de nature industrielle et commerciale, qu'il doit fonctionner donc juridiquement selon des principes d'une gestion donc de type marchand. Alors cette caractérisation donc de service marchand ou industriel et commercial, ça a deux conséquences importantes. La première conséquence, c'est que toute fourniture d'eau doit faire l'objet d'une facturation. Voilà, il n'y a pas de livraison d'eau gratuite. Toute fourniture d'eau doit faire l'objet d'une facturation. Ça a été donc rappelé, c'est inscrit dans la loi. Les différents rapports de la Cour des comptes ont sans cesse rappelé à l'ordre les collectivités qui avaient tendance donc à délivrer de l'eau gratuitement à des bâtiments publics, etc. Mais donc toute fourniture d'eau doit faire l'objet d'une facturation. Le deuxième élément, qui est un élément également important, c'est le fait que le budget de ce service, il est distinct du budget général de la collectivité. Ça, c'est depuis en fait la création donc de cette catégorie des services publics de nature industrielle et commerciale. Ça date il y a pratiquement, c'est un peu moins de 100 ans. C'est 1926 où cette catégorie donc a été formalisée dans les textes juridiques et avec donc cette obligation d'avoir un budget séparé. Et donc, qui dit budget séparé dit que ce budget donc il doit être, comme le dit aussi le texte de loi, équilibré en recettes et en dépenses. Donc les recettes proviennent justement de la vente de ce produit. Et donc l'objectif est de promouvoir une forme d'étanchéité entre ce budget de l'eau et le budget général de la collectivité. Et ça doit aller dans les deux sens. C'est-à-dire que le budget de l'eau n'a pas vocation à être la vache à lait du budget général,
Et vice-versa, le budget général n'a pas vocation structurellement à alimenter le budget de l'eau. Voilà, chacun reste, voilà, chacun gère son budget. Donc ça, c'est ce premier élément sur ce mode de gestion. Alors, cette gestion marchande, c'est ce qu'on peut appeler une convention, c'est-à-dire c'est un choix qui a été fait à un moment donné. Et ce n'est pas un choix universel, on peut faire d'autres choix. Mais nous, on raisonne actuellement dans le cadre de cette gestion marchande. Alors, cette convention, donc, elle n'a rien d'universel. Il suffit donc pour prouver cette assertion de trouver un exemple où justement on n'est pas dans le principe d'une gestion marchande, mais où on a finalement un autre mode de financement de ce service, parce qu'il faut bien toujours trouver de l'argent à un moment donné pour assurer les dépenses. Et finalement, on peut toujours... Globalement, ça revient toujours en fait à essayer de combiner 3 grandes sources de financement. L'argent, il vient soit donc des tarifs, c'est-à-dire en fait des factures qu'on a envoyées aux abonnés, soit des taxes, donc des impôts que payent les contribuables locaux, soit enfin de ce qu'on appelle les transferts. C'est juste pour faire les 3T, c'est la terminologie un peu, voilà, les 3T. Donc les taxes, les tarifs ou les transferts, c'est les subventions qui peuvent venir de différents niveaux et de différentes institutions. Et donc on peut imaginer des combinaisons différentes entre ces 3T. Et je ne sais pas, enfin, certains sans doute le savent ici, en Angleterre, pendant très longtemps et encore aujourd'hui c'est le cas, l'eau est payée en fait par des taxes municipales, c'est pas par des factures, c'est pas l'objet d'une facturation marchande. Alors, cela dit, donc l'eau est c'est une gestion marchande et c'est pas universel, mais en tout cas à court terme, on raisonne dans ce cadre-là. Cela dit, ce qui a également été reconnu et puis progressivement inscrit dans le droit, c'est que c'est pas une marchandise comme les autres. Bon, je pense que ça tout le monde, j'apprendrai rien à personne en disant ça. Donc c'est cette idée que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres. Alors, on en trouve différentes expressions dans différents textes. Dans le texte d'une convention, d'une convention internationale qui s'était tenue à Dublin en 1992 et qui était un peu une grande convention qui a déterminé un certain nombre de principes un peu régulateurs généraux sur la gestion de l'eau. On retrouve également dans la directive cadre européenne de 2000, donc c'est cette directive cadre qui est le cadre structurant de la gestion de l'eau aujourd'hui en Europe et qui donc affirme conjointement donc ce caractère à la fois donc de bien économique et en même temps le fait que ce n'est pas un bien marchand comme les autres. Et le fait que ce ne soit pas un bien marchand comme les autres a des conséquences. Et ces conséquences, donc, c'est tout ce qui s'est progressivement mis en place autour des questions du droit et de l'accès à l'eau pour tous. Donc cette problématique de l'accès à l'eau pour tous, elle est donc présente dans les débats internationaux, dans les conventions internationales. On en trouve déjà une première formulation à la fin des années 70, en fait, dans un des premiers grands textes internationaux qui a été adopté sur la gestion de l'eau. Et puis, donc ça a été également ça a été également donc ce principe donc du droit à l'eau et de l'accès à l'eau pour tous a été donc inscrit dans le droit français en 2006 par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, et ça a été également donc instauré au niveau international donc par une décision de l'Assemblée des Nations Unies en 2010. Alors là aussi, il faut que les choses soient claires, c'est le droit à l'eau pour tous à un coût abordable. Voilà, ça ne promeut pas le principe de gratuité ou d'accès gratuit. C'est à un coût abordable. Et toutes les questions, on pourra y revenir éventuellement dans le débat, c'est de savoir c'est quoi un coût abordable. Donc là aussi, c'est une convention qui aujourd'hui, c'est un petit peu généralisé au niveau international. On dit grosso modo qu'au-delà
du poids d'une facture, donc d'une facture d'eau qui représenterait 3% de vos revenus, on n'est plus dans la zone d'abordabilité. Donc il faut que ça reste en dessous de 3%. Bon, ça c'est aussi une convention, mais c'est quelque chose qui oriente pas mal de pratiques et de tentatives pour essayer de mettre en œuvre concrètement ce droit à l'eau. Bon, j'ai regardé, il me semble que Toulouse ne fait pas partie donc, du dispositif qui est actuellement en œuvre en France sur ce qu'on appelle l'expérimentation en fait, dite loi Brotte, où donc, il y a un certain nombre de collectivités qui essayent de mettre en œuvre des dispositifs permettant donc, de rendre concrètement effectif ce principe du droit à l'eau pour tous à un coût abordable. Alors, ça c'est le premier élément donc, de cadrage, le premier repère. Le deuxième repère que je voulais donc vous proposer, c'est sur les formes de l'intervention privée. Bon, là aussi, j'imagine, et puis donc vous avez le petit document qui vous a été remis où vous avez donc toute la variété des différentes des formes d'intervention privée. Ce qui est important de savoir, c'est que donc en France, il n'y a pas de privatisation matérielle. Les infrastructures sont toujours propriété de la collectivité locale. Et même on constate aujourd'hui de plus en plus dans les contrats de délégation de services publics que non seulement donc, les collectivités sont propriétaires de leurs infrastructures, mais qu'elles prennent de plus en plus en charge les missions et les financements qui vont avec de gestion patrimoniale. Donc de prise en compte du renouvellement de ce patrimoine de canalisation, les travaux à faire pour l'entretien, le renouvellement, etc. Donc en France, il n'y a pas de privatisation matérielle. Ce qui peut être donc transféré au privé, c'est des opérations essentiellement donc d'exploitation et parfois donc d'exploitation du service, bon, parfois aussi d'extension ou de construction de réseaux, voilà. Donc pas de privatisation matérielle, contrairement donc à ce qui existe dans d'autres pays et notamment donc au Royaume-Uni, où en 1989, donc c'était en pleine vague libérale, etc., donc il y a eu une privatisation totale donc des infrastructures. Les infrastructures, elles sont devenues la propriété d'entreprises privées. Voilà. Donc ça, c'est pas le cas, ça n'existe pas. On n'est pas du tout dans cette situation-là en France. Donc on a toujours en fait un binôme, en fait, une autorité organisatrice et un opérateur. Et cet opérateur, il peut être donc public, c'est la régie, ou privé, lorsque la collectivité a décidé donc de confier l'exploitation du réseau à une entreprise privée. Alors, cette pluralité, donc, ensuite, c'est le deuxième point. Donc, la collectivité peut faire le choix de confier globalement l'exploitation donc, de ce réseau et des infrastructures et la gestion du service à une entreprise privée. Donc, c'est le principe de la délégation de services publics. Elle peut aussi décider donc, de rester en régie et de faire appel dans ce cas-là, toujours, mais pour des missions plus circonscrites et limitées dans le temps, donc à des entreprises dans le cadre de ce qu'on appellera dans ce cas-là des prestations de services. On peut très bien donc être une régie et puis faire appel donc à des entreprises privées dans le cadre de prestations pour procéder à la relève des compteurs ou pour procéder à un certain nombre d'opérations sur le réseau. Donc on a une gradation possible de ces modes d'intervention privés. Troisième élément, troisième repère, il y a une mixité territoriale possible. Alors je crois que c'est le cas sur Toulouse. Non, mais c'est le cas donc sur Toulouse, où vous avez donc sur le même territoire, donc on a la même autorité organisatrice, donc la même métropole, et donc on a sur ce territoire plusieurs opérateurs qui ont des statuts différents et qui interviennent donc sur opérateurs publics et opérateurs privés qui interviennent sur des territoires différents. Ça, c'est tout à fait envisageable. C'est même... non, je croyais que j'avais un schéma, mais je l'ai enlevé. C'est une situation qui fait même l'objet d'un choix positif de la part de certaines collectivités qui, non seulement à un moment donné, héritent parce qu'on constitue une métropole, on constitue une communauté d'agglomération ou une communauté de communes, et donc on hérite d'un certain nombre de services qui étaient gérés tantôt en régie publique, tantôt en délégation, et on peut faire le choix, donc, soit d'harmoniser, soit de conserver en fait, cette mixité des modes de gestion. Et donc moi on a longtemps travaillé dans mon laboratoire avec Nantes Métropole, et à Nantes Métropole, donc ils ont fait le choix de cette mixité des modes de gestion en se disant, voilà, on va structurer en fait la gestion de l'eau métropolitaine autour
d'une régie communautaire forte, puisque c'était donc l'héritière de la régie municipale, de la régie historique de Nantes. Et puis on va quand même conserver également deux opérateurs privés sur le territoire, Veolia et l'Assor. Et pourquoi en fait ce choix a-t-il été fait ? Eh bien, il a été fait pour pouvoir à la fois pour pouvoir dire, tout simplement introduire une forme d'émulation entre ces trois opérateurs, l'opérateur public et les deux opérateurs privés, et donc en pouvant dire aux opérateurs privés, si vous ne travaillez pas bien, nous de toute façon c'est pas un problème, on a une régie communautaire métropolitaine puissante qui pourra reprendre les contrats, et ça pose aucun problème, et sinon de montrer également à la régie, de l'inciter également donc en comparant ses performances sur un certain nombre d'indicateurs aux performances des entreprises privées. Alors, cette mixité qui est tout à fait qui peut être pérenne, elle s'accompagne par contre d'une harmonisation progressive quand les situations de départ sont différentes. Elle s'accompagne d'une harmonisation progressive des prix de l'eau. Les gens ne comprendraient pas que, et c'est normal, que on paye des prix de l'eau différents sur des portions différentes du territoire d'une même autorité organisatrice de services. Donc, on a une harmonisation progressive. Souvent, ça prend du temps pour le faire. C'est un certain nombre d'opérations, etc. Et puis, il faut construire aussi cette solidarité qui est nécessaire, parce qu'il y a des gens qui vont payer plus cher, des gens qui vont payer moins cher, pour arriver à cette harmonisation. Mais ça se fait, et donc on peut avoir cette mixité donc ensuite qui se met en place et qui est pérenne. Alors, quelle est la situation aujourd'hui donc, sur ces questions donc, de gestion publique et de gestion privée ? Alors, à l'échelle mondiale, j'ai cherché des chiffres, mais je ne les ai pas retrouvés, mais c'est quand même très majoritairement une gestion publique en fait, qui est dominante à l'échelle mondiale. Et à l'échelle nationale, alors les derniers chiffres qui étaient, en tout cas que j'ai trouvés, et je pense qu'ils sont les derniers chiffres qui sont disponibles, alors, la situation, vous le savez, est en train de... Vous ne le savez pas, mais on hérite d'une situation dans laquelle on avait en tout à peu près 30 000 ou 35 000 services d'eau, d'assainissement, etc. Et donc, il y a une loi, la loi NOTRe, qui a dit bon, tout ça, c'est plus possible, c'est pas efficace, on ne pourra pas relever les défis du XXIe siècle avec cet héritage un peu du XIXe ou du XXe. Et donc, il faut rationaliser tout ça. Et donc, on est en train de supprimer tous les petits services communaux et les petits services intercommunaux. Bon, mais sur la situation il y a encore juste avant le début de l'application de cette large rationalisation. Donc on avait un quart des services qui étaient donc des services d'eau et d'assainissement qui étaient gérés en délégation de services publics, donc une minorité, mais une majorité d'usagers. Parce que c'est beaucoup des gros services qui sont donc gérés, donc confiés à des entreprises privées. Donc ça représente en France donc 61% des usagers en alimentation en eau potable. AEP, c'est l'alimentation en eau potable, sont desservis donc par des opérateurs privés, et un peu moins, même significativement moins, 42% des usagers en assainissement. Historiquement, le service d'assainissement est plus géré en petite régie communale. Bon, la situation va peut-être évoluer avec les regroupements qui vont avoir lieu. L'autre point caractéristique, l'autre point d'intérêt, outre donc pour ce qui concerne l'eau potable, c'est la présence extrêmement forte des entreprises privées. L'autre point donc qui est important, c'est le fait que ce marché donc, de la délégation de services publics soit dominé par Veolia et par Suez, les deux grandes compagnies historiques qui donc, ont été créées toutes les deux au XIXe siècle et qui ont prospéré ensuite dans le cadre de ce régime de la délégation de services publics. Alors malheureusement, les schémas sont un peu illisibles, mais on a... Donc ça doit être Veolia et Suez qui apparaissent dans les camemberts, qui sont donc les opérateurs donc dominants donc sur l'eau potable et en matière d'assainissement. Alors voilà donc pour ces éléments un peu de cadrage un petit peu généraux. Et maintenant donc on va
faire un détour dans le temps et on va revenir en fait un peu au démarrage de toute cette histoire. Et le démarrage de toute cette histoire, alors on peut imaginer plusieurs types de démarrage, mais moi je vais partir de fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. C'est, vous le savez, déjà à la fin du XVIIIe siècle, beaucoup de personnes, des médecins, des savants, ceux qui seront plus tard aussi, ceux qui se préoccuperont plus tard d'hygiène publique, sont préoccupés des conditions de vie en ville. Il est établi qu'on meurt plus en ville qu'à la campagne. Les conditions de vie, les conditions notamment sanitaires, sont plus difficiles. Et puis, ça va s'accentuer avec donc, les révolutions urbaines et industrielles au début du XIXe siècle. Et donc, on s'intéresse à la manière, en fait, de faire en sorte que les gens puissent... alors, j'avais une formule qui était une formule assez jolie, mais je ne la connais pas par cœur, mais je vais vous la retrouver. On s'intéresse à l'art de conserver la santé aux hommes réunis en société. Voilà. C'est parce qu'effectivement, il y a ces grandes concentrations urbaines où le problème se pose. Et les ingénieurs, les médecins, etc., vont se mettre à imaginer ce qu'ils ont appelé le système artério-veineux. Il y a une métaphore organique, on imagine la ville en fait comme un organisme, et il faut, pour justement assurer le bon état et le bon développement de cet organisme, mettre en place un certain nombre de flux et les faire circuler. Et donc l'eau s'impose comme l'un de ces flux qu'il va falloir donc arriver à faire couler de manière régulière et avec une qualité suffisante pour assurer donc ce développement urbain. Alors ça, c'est les préoccupations qui se mettent en place à la fin du XVIIIe et puis qui monteront en puissance pendant tout le XIXe siècle et donc seront ensuite alimentées par le courant hygiéniste, etc. Mais la question se pose ensuite, c'est savoir c'est comment on fait venir cette eau en quantité et en qualité suffisante pour assainir la ville, pour donner de l'eau donc à ses habitants. Et puis il y a un enjeu également extrêmement important auquel on pense moins aujourd'hui, mais qui est le fait de pouvoir protéger en fait la ville contre les incendies. C'est aussi quelque chose qui est extrêmement important et qui joue un rôle extrêmement important. Alors, donc comment tout ça s'est-il mis en place? Donc, ce que je vais vous raconter, c'est un peu l'épopée du buveur d'eau, pour reprendre donc un roman de John Irving. Et puis, donc j'ai trouvé j'utilise cette image que vous voyez en haut à gauche. Je trouve qu'elle est intéressante parce qu'elle montre bien qu'à un moment donné, il a fallu faire du marketing public en fait pour convaincre les gens que c'était bien de s'abonner au réseau d'eau. C'était pas quelque chose de forcément naturel. Donc il y a eu tout un effort de développement en fait commercial. Enfin en tout cas, il a fallu convaincre les gens. Et puis on voit les images. C'est une belle image. Et puis elle dit beaucoup de choses aussi sur une certaine représentation de la famille. Alors j'ai dit le premier temps puisque je vous ai parlé des 3 temps. Donc le premier temps. C'est un peu le 19e siècle. Donc au premier temps apparurent les entreprises. Alors je vais parler donc des entreprises et de la manière dont elles ont investi ce secteur donc de l'alimentation en eau. Mais je vais quand même d'abord au préalable rappeler que pendant une très longue période, jusque encore même au fin du 19e, début du 20e siècle, pour une bonne partie des gens, en dehors des centres urbains, etc., l'alimentation en eau, elle sera assurée par les fontaines publiques qui vont se multiplier, donc notamment à Paris, il y a des chiffres, c'est vraiment impressionnant. Toute la première moitié du 19e siècle, on passe de quelques dizaines à plusieurs centaines de fontaines, et puis par les puits, là c'est une photo d'un puits artésien à Paris, et évidemment par les accès que les gens pouvaient avoir directement à la rivière, etc. Bon, donc ça reste quelque chose, évidemment, un arrière-plan extrêmement important qu'il faut avoir en tête. Mais donc, les entreprises investissent, voient bien qu'il y a cette demande. En tout cas, il y a un besoin qui peut être assuré en mobilisant des capitaux privés et en mettant en place les premières entreprises de distribution d'eau. Alors,
c'est les Anglais qui sont un peu les premiers en fait à avoir mis en place en fait, avoir créé, donc mobilisé des capitaux et créé des entreprises pour vendre de l'eau. Et une des premières, c'est la New River Company. Donc là, je vous ai mis une petite photo. Et donc, elle démarre ses activités en fait au tout début du XVIIe siècle. Donc c'est ancien en fait, ce système de distribution de l'eau et de vente de l'eau. Et puis, à la fin, en 1700, plus de la moitié des grandes villes en Angleterre étaient déjà desservies en fait par des compagnies privées. Donc avec des formules d'abonnement, et donc les gens payaient en fonction de leur abonnement. Il pouvait même y avoir des tarifs différenciés selon qu'on était des abonnés domestiques ou des abonnés industriels. Un autre marché, une autre forme de gestion marchande de l'eau, c'est les porteurs d'eau qui ont existé, ont subsisté jusqu'à assez tard, jusqu'au tout début du XXe siècle. Et donc on a ces entreprises privées donc, qui se développent. Donc elles se développent en Angleterre, à Londres. À la fin donc, du XIXe siècle, la gestion de l'eau en fait, est assurée par 8 entreprises privées. Il n'y a que des entreprises privées. Et bien, on a progressivement fermé les fontaines pour voilà. Et donc il n'y a que des entreprises privées qui assurent l'eau. Il y en a 8 qui se partagent en fait le territoire. Et puis donc ce sont voilà. Et puis en France donc vont se créer ces grandes entreprises qui donc sont les fleurons du modèle français entre guillemets de gestion de l'eau, donc la Compagnie Générale des Eaux et la Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui Suez. Et donc là vous avez en fait l'autorisation de création en fait, de la société anonyme Compagnie Générale des Eaux, donc, qui est signée par Napoléon III. Ça doit dater du début 1850 et quelques. Alors, cette gestion privée se met en place. Et évidemment, les historiens nous apprennent que l'émergence de ce bien de consommation nouveau et de cette délivrée apportée par des entreprises privées, ça ne se fait pas sans friction. Il y a déjà des relations parfois compliquées avec les usagers, avec les consommateurs. Les entreprises privées sont parfois accusées pendant les périodes de pénurie d'eau, de privilégier les abonnés, notamment industriels et commerciaux, qui ont des compteurs. Donc évidemment, c'est plus intéressant parce qu'avec les compteurs, on paye à la consommation. Donc elles sont accusées de privilégier ces abonnés-là au détriment des abonnés domestiques, qui eux payent un forfait. Et donc c'est plus intéressant. Également, donc, la situation à Londres finit par poser un certain nombre de problèmes quand les gens comparent les différents niveaux, services, les différents niveaux de qualité de service dans les différents quartiers qui sont desservis par différentes compagnies. Donc tout ça ne se fait pas sans friction, mais ça se développe. Et ce qui est important également donc, de noter, c'est qu'à la fin de ce siècle, on a quand même plus de gens qui ont plus d'eau. Ça a quand même apporté plus d'eau à plus de gens plus facilement. Et alors ça, j'ai trouvé ça notamment dans un ouvrage, ça concerne la situation française. Donc c'est un historien qui s'appelle Jean-Pierre Goubert qui a écrit un livre, c'était un peu un livre pionnier sur l'histoire de la conquête de l'eau, pour ceux que ça intéresse. Et Jean-Pierre Goubert montre bien, alors c'est toujours évidemment difficile à montrer, mais c'est sur un certain nombre d'éléments, de cas, etc., que globalement, les gens payent moins cher quand même l'euro avec ces systèmes de distribution d'eau qu'ils ne le faisaient quand ils s'adressaient par exemple à des porteurs d'eau. Donc c'est une certaine forme de, finalement, on a des compagnies qui se développent, font des bénéfices, mais on a aussi quelque part donc, des usagers. Alors évidemment, pas tout le monde, ça restera d'abord, il faudra du temps pour que tout le monde devienne des usagers du service d'eau, mais on a quand même globalement donc, des usagers qui finissent par y trouver leur compte. Alors, en même temps que se développe cette industrie de l'eau et ce nouveau service de l'eau, l'eau, en fait, au XIXe siècle, va devenir ce qu'on peut appeler une affaire publique. C'est une affaire publique au sens de c'est un enjeu dont on va parler dans l'espace public
encore plus qu'aujourd'hui, parce que c'est un enjeu qui est particulièrement important, saillant pour ces questions donc, de santé. Derrière la santé, c'est la prospérité de la collectivité, c'est aussi les problèmes d'incendie, etc. Et on va en parler, c'est une affaire publique, non seulement parce qu'on en débat et on en parle dans les journaux, donc dans l'espace public, mais on doit également en parler dans une perspective d'intérêt public. Qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, et si on n'y croit pas, on peut, dans ce cas-là, se dire qu'on joue sur ce qu'on appelle parfois la force civilisatrice de l'hypocrisie. Même si vous n'y croyez pas, vous êtes quand même tenu, en fait, dans le débat public, de dire que vos projets liés à l'eau s'inscrivent dans une perspective d'intérêt public. Ils s'inscrivent dans une perspective d'intérêt public pour la santé publique, pour la prospérité collective, pour la protection de la ville contre les incendies. Et deuxième élément, donc toute cette affaire publique et tous ces débats publics orientés dans une perspective d'intérêt public vont donner naissance à ce qu'on peut appeler une économie morale de l'eau. Ça renvoie un peu à cette idée que l'eau n'est pas une marchandise comme les autres, et donc se met en place donc, cette économie morale de l'eau au sens d'un ensemble de principes, de règles qui entendent circonscrire en quelque sorte l'espace de ce qui est légitime en matière d'organisation de ce service. Et finalement, quand on regarde, et c'est là où je vais faire un peu des concordances des temps, c'est que finalement, cet espace de débat, donc, autour, ou ces espaces d'enjeux et de débat autour de cette économie morale de l'eau, il y a 3 grandes dimensions en fait, qui se mettent en place et qui vont en fait, perdurer par-delà les années. La première, donc, si on regarde à gauche, là, le premier élément de cette économie morale, et des débats qui vont avec, c'est la question des usages légitimes. Derrière, c'est la question, il ne faut pas gaspiller. Qu'est-ce qu'on a le droit, pourquoi et pour qui, pour quel type d'usage en fait, on a on consent tous ces investissements et on fait tous ces travaux. Alors au XIXe siècle, une des questions centrales qui sera longtemps débattue, notamment donc à Londres, sans doute aussi ailleurs, mais en tout cas d'après la bibliographie, en tout cas ça c'est sûr, ça a été beaucoup débattu en Angleterre, c'était de savoir si justement le confort moderne, l'hygiène moderne, avec les bains, est-ce que, en fait, l'eau pour les bains, ça faisait partie des usages légitimes, qui étaient inclus dans le forfait que les gens payaient donc, aux entreprises, ou est-ce qu'il fallait au contraire payer une somme supplémentaire pour avoir droit donc, à avoir une baignoire chez soi? Donc ça fait partie des débats sur donc, les besoins légitimes. Et puis, de la même manière, les ingénieurs vont en permanence calculer, évaluer, déterminer un peu les quantités d'eau qu'il faut amener régulièrement aux habitants. Alors, ça fait également donc, écho, et c'est cette concordance des temps, avec un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui reviennent dans les débats. C'est autour de la tarification de l'eau, la tarification différenciée en fonction des niveaux de consommation. Et en fait, on retrouve un certain nombre de principes pour dire, voilà, il y a des usages qui sont plus essentiels que d'autres. On hiérarchise en quelque sorte ces usages. Et donc, là, c'est une tarification, je ne sais plus en fait où c'était, mais peu importe. Donc, on fait la distinction entre l'eau essentielle qui a un certain prix, l'eau utile, et puis l'eau de confort qui sera évidemment payée la plus chère. Donc, on a cette première dimension sur, finalement, les questions d'accès et les usages légitimes. La deuxième espace d'enjeux, de questionnement et de débat récurrent, c'est la question du consentement à payer et de combien on peut payer, combien on doit payer. Voire, est-ce qu'on doit payer tout simplement? Est-ce que ça ne devrait pas être un service, en quelque sorte, un bien public qui devrait être accessible à tous gratuitement? Alors, ces questions-là, donc, elles apparaissent aussi dès le XIXe siècle. Donc avec ici un appel donc à refuser à payer donc les rates, c'est-à-dire les abonnements, les forfaits que les particuliers donc payent aux entreprises, parce que donc la compagnie, c'est lié à des débats sur
l'insuffisante qualité du service, mais en même temps, donc, pendant tout ce 19e siècle, les adversaires de cette perspective accusent les associations de consommateurs qui se mettent en place de justement généraliser une fausse image de service, comme quoi ça devrait être un bien gratuit, alors que l'eau, elle n'arrive pas par miracle donc, chez les gens, et donc il faut bien pouvoir la payer. Alors, ce que j'ai effectivement oublié de dire tout à l'heure, mais je le dis à ce moment-là, c'est que, et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment, je trouve qui est très, très frappant, c'est que on a, pendant toute cette période également, des constitutions d'associations de défense des consommateurs. Il y a plein d'associations de défense de consommateurs qui se créent, un peu comme aujourd'hui en fait. Elles se mettent en réseau, elles font des associations, des ligues d'associations de défense des consommateurs, et elles ont un peu les mêmes objectifs et les mêmes moyens d'action que les associations aujourd'hui. Elles organisent des boycotts du paiement, refus de facture, parce qu'on n'est pas content de la qualité, etc. Et donc voilà. Elles organisent également, donc elles font des procès aux compagnies. Elles organisent également le soutien donc, à des usagers qui sont mécontents, et donc elles leur apportent un secours. Donc on a vraiment une structuration d'un tissu associatif extrêmement important, extrêmement actif. Alors, cette question est-ce que c'est un bien public ou est-ce que c'est légitime de faire payer donc, ce service, ça rebondit donc encore évidemment aujourd'hui. Alors, on prêtait, jusqu'à présent, moi je croyais que c'était Antoine Frérot, donc le PDG de Veolia, qui avait dit oui, bien sûr, l'eau est un don du ciel, mais le problème c'est que Dieu a oublié de livrer les canalisations et les ponts pour l'apporter jusque chez vous. En fait, non, il a repris ça de Margaret Thatcher. Et c'est Margaret Thatcher donc, qui, dans un discours en 1994, bon, vous ne voyez peut-être pas très bien, mais en tout cas, c'est bien elle qui est à l'origine, alors peut-être qu'elle-même l'avait emprunté à quelqu'un d'autre, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est elle qui est à l'origine de cette formule sur, oui, mais bon, il faut quand même bien trouver de l'argent. Donc, deuxième débat sur le consentement à payer, est-ce qu'il est légitime de payer ? Et puis, le troisième débat qui se met en place, et qui est toujours donc aussi actif et même aussi un peu virulent aujourd'hui, c'est la question de est-ce qu'il est légitime ou pas de faire du profit sur ce bien essentiel et ce bien vital. Et ça, c'est aussi donc un débat qui se met en place dès le début de l'intervention des entreprises privées. Donc là, je vous ai mis une petite citation. C'est donc une réaction donc, à la mise en place au tout début du XVIIe siècle de ces premières compagnies, donc, où on se demande est-ce que c'est normal de mettre un prix à ce qu'un ennemi même abandonnerait à son adversaire. Donc on voit bien un peu le voilà. Et puis on a, j'ai trouvé ici cette affiche sur le fait que le profit donc serait a priori illégitime dans le domaine de l'eau. Alors voilà sur le premier temps. Donc nos entreprises privées se mettent en place, donc gèrent de plus en plus, desservent de plus en plus d'usagers jusqu'à la fin donc, du 19e siècle. Et puis alors, le deuxième temps, c'est le temps où en quelque sorte les régies prirent leur revanche. Et ça, c'est quelque chose qu'on observe massivement. Alors la France est un cas un peu singulier, un peu particulier, mais sinon c'est quelque chose qu'on observe donc massivement dans la plupart donc, des pays sur lesquels il y a eu des études, donc le Royaume-Uni, les USA, l'Allemagne. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on a un mouvement global en fait, de remunicipalisation. Donc, je vous ai parlé des 8 entreprises qui se partageaient le marché de l'eau à Londres. Eh bien, en 1902, elles sont donc remunicipalisées et donc ça devient une entreprise, ça devient une entité publique. Aux USA, là aussi, donc c'est au départ donc, le temps des initiatives privées et à partir de 1880, il y a un basculement et c'est la gestion publique qui devient dominante. En Allemagne également. En France, le mouvement est moins fort que le mouvement donc, dans les autres pays, au sens où il y a bien un certain nombre de villes dans lesquelles il y a des rachats de concessions, donc des municipalités rachètent des concessions et municipalisent leurs services, mais donc on a le maintien donc, d'un niveau relativement important donc, de gestion en délégation. Alors qu'est-ce qui s'est passé ?
il y a évidemment pas mal d'interrogations. Enfin, je veux dire, ça reste un peu une énigme pour les historiens. Il y a plein d'études encore qui sont faites plein. Il y a des études qui sont faites régulièrement pour essayer de comprendre pourquoi est-ce que dans ce domaine de l'eau, on a eu ce basculement qu'on n'a pas observé dans les autres grandes infrastructures urbaines qui se sont mises en place pendant tout le 19e siècle, un peu sur le même mode, que ce soit donc l'eau, le gaz, l'énergie, les transports, etc. Donc il n'y a pas eu ce même mouvement. Alors bon, il y a quelques grandes explications qui se dessinent, qui ressortent. Bon, on retrouve évidemment cette question à la fin du 19e siècle, cette interrogation sur le fait de savoir si c'était prudent ou pas d'abandonner donc ce besoin vital au caprice du privé. Alors les collectivités peuvent se poser d'autant plus cette question et puis répondre finalement par la négative en disant on va remunicipaliser, qu'elles sont quand même mieux organisées. Et puis elles vont être mieux accompagnées parce que donc va se mettre en place tout un mécanisme de subvention, d'apport de subventions qui leur permettront donc de prendre en charge directement les lourds investissements qui étaient nécessaires pour assurer le service. Et puis cette remunicipalisation leur procurera également un gain politique intéressant, c'est l'époque, la fin du 19e siècle, c'est aussi donc la démocratisation des élections, l'élection des conseils municipaux, des maires, etc. Et donc il y a donc une possibilité de capitaliser sur le plan politique justement des décisions en matière donc de généralisation du service d'eau. C'est ce qu'on a appelé parfois le socialisme de l'eau et du gaz, enfin le développement de tous ces services publics. Et puis il y a quand même aussi un élément qui intervient et qui explique sans doute qu'il n'y a pas eu beaucoup de résistance en fait de la part des entreprises privées, c'est que finalement l'eau a fini par se révéler être une affaire pas si rentable que ça. Pas si rentable que ça, parce que finalement, alors il faut aussi imaginer, les gens au 19e siècle sont tout à fait conscients du fait que ces entreprises elles sont souvent en situation de monopole et que le monopole, c'est pas forcément une situation qui est la plus favorable aux consommateurs, donc il faut mettre en place des régulations. Donc il y a des régulations sur la qualité de l'eau. Il y a également donc, des réglementations qui sont mises en place pour limiter et fixer les prix de l'eau, même des règles des contrats de concession qui limitent le profit des entreprises, qui limitent donc le pourcentage de dividendes qui peuvent être versés aux actionnaires. Donc on a ce cadre de réglementation qui existe, qui se met en place, et on a donc par ailleurs plutôt tendance à avoir des coûts d'exploitation croissants. Parce qu'il faut aller chercher de l'eau qui est moins intéressante, parce qu'elle est plus loin, donc ça augmente les coûts de production. Parce qu'il va falloir commencer à desservir au-delà des quartiers centraux agglomérés où lorsque vous mettez 100 mètres de canalisation, vous pouvez vendre plein de mètres cubes, donc ça c'est intéressant de pouvoir justement investir dans ces conditions-là. Mais quand vous allez desservir les quartiers plus périphériques, moins denses et avec peut-être des populations moins solvables, ça devient donc plus difficile et donc ça génère un certain nombre de problèmes. Donc finalement, c'est une affaire qui n'est pas si rentable que ça. Et comme dans le même mouvement, donc les collectivités sont devenues plus puissantes et ont eu la possibilité donc, de mobiliser donc, massivement, je vous parlais tout à l'heure, les 3T sur les sources de financement des services, donc les transferts, des aides. Des aides de l'État pour assurer leurs investissements. Donc ça va être le temps des régies qui va durer longtemps. Alors avec donc en France donc la persistance d'une part importante quand même significative de gestion déléguée. Le troisième temps de notre affaire, c'est les années 80-90. C'est au troisième temps le marché connu un nouvel essor et c'est alors ce qu'on a appelé le consensus de Washington, c'est un peu l'essor, disons le volontarisme libéral et toutes les promesses qui vont avec donc cet appel aux capitaux privés et aux entreprises privées. On va avoir donc des services qui seront des exploitations qui seront plus efficaces que les entreprises publiques défaillantes, notamment dans beaucoup de pays en développement. On va avoir donc des coûts mieux maîtrisés, une plus grande
une plus grande efficacité, et on va pouvoir justement plus facilement mobiliser des importantes, des sommes, des montants importants pour financer des investissements qui sont nécessaires de mise à niveau ou d'extension des réseaux. Alors ça, c'est le fameux consensus de Washington. Donc enfin voilà, et on a donc, vous avez sûrement entendu parler des grandes concessions qui vont donc avoir lieu notamment en Amérique latine, mais un peu partout dans le monde. Et puis on a cette fameuse privatisation, donc en Angleterre, qui s'inscrit dans ce cadre-là. Et puis, mais relativement vite, il y a des résistances là aussi vous les connaissez sûrement, donc ce qu'on a appelé parfois un peu les guerres de l'eau, les plus célèbres, Cochabamba, etc. Donc on a un certain nombre de résistances, on a des déconvenues, on a un certain nombre d'échecs, on a un certain nombre de promesses justement d'arriver assez vite à mobiliser beaucoup de capitaux et à pouvoir donc desservir une grande quantité de population grâce aux entreprises privées. Ça ne marche pas toujours aussi bien ou aussi rapidement que ce qui avait été prévu. Et puis donc là c'est... Plus spécifiquement pour ce qui concerne donc la France de la fin des années 80 et du début des années 90, c'est un peu la multiplication, enfin les scandales qui éclatent avec donc notamment l'affaire Carignon à Grenoble, etc. C'est tout ce qui tourne autour notamment du financement des partis politiques. Alors voilà, en tout cas, ça contrarie, ça contrarie donc cette marche en avant du marché, et s'enclenche au début des années 2000. On commence à parler d'un mouvement de remunicipalisation. Donc mouvement de remunicipalisation qui alors je peux vous donner quelques chiffres. Sur ce qui s'est mis en place. Donc en France, entre 2000 et 2015, il y a un peu moins d'une centaine de cas de remunicipalisation qui ont été donc identifiés, répertoriés, dont un des plus célèbres, c'est le cas de Paris. Dans le monde, sur ces 15 dernières années, il y aurait 180 cas, mais bon, c'est évidemment, il y en a sans doute plus, mais en tout cas, les cas qui ont pu être donc identifiés par des personnes donc, qui s'efforcent de suivre ce mouvement de remunicipalisation. Et aujourd'hui, un des discours, donc, alors là je vous ai mis l'article des Échos sur gestion de l'eau, donc le secteur public gagne du terrain, et la question c'est de savoir si ce secteur de l'eau, est-ce qu'il ne serait pas à la croisée des chemins, est-ce que finalement la remunicipalisation, est-ce qu'elle va se poursuivre et s'accélérer ou pas, ou est-ce que finalement la gestion privée va résister, voire reprendre son essor. Alors comme on se trouve à cette croisée des chemins, ce qui est évidemment important, c'est d'essayer de pouvoir donc s'orienter. Et pour pouvoir donc nous orienter donc dans et réfléchir donc aux choix qui se proposent, donc je vous propose donc trois éclairages principaux. Alors le premier, c'est un éclairage technique ou d'efficacité. C'est notamment donc tout ce qui a trait autour de l'argument qu'on entend beaucoup sur le fait que la gestion de l'eau déléguée, elle est plus chère que celle de l'eau en régie. Bon, c'est vrai, oui. Alors c'est tout à fait vrai, et je peux même vous donner les chiffres. Donc là, ça c'est les données donc au ministère de l'Agriculture, du CISPA, pardon, de l'Observatoire des prix des services d'eau et d'assainissement. En moyenne, donc tout compris, le petit cycle de l'eau, le mètre cube c'est 3,92 €, moyenne nationale, 3,71 € quand on est en régie, et 4,12 € quand on est en délégation. Bon. Après, et ça aussi, je pense que tout le monde comprend bien, que la gestion de l'eau, c'est une affaire qui est excessivement locale. Le prix de l'eau, ça varie énormément, et ça varie énormément en fonction de paramètres qui ne sont pas que ceux de la gestion, du mode de gestion. Ça dépend de la qualité de l'eau à laquelle vous avez accès. Ça dépend notamment aussi, un des paramètres qui est extrêmement important, c'est le type d'urbanisme en fait, dans lequel vous êtes. Si vous êtes sur un territoire très dense,
Ça veut dire qu'il faudra faire des investissements importants en canalisation qui vont desservir et qui vont servir en fait à vendre peu d'eau. Donc il va falloir, comme il faut que le budget s'équilibre, il va falloir quand même des prix qui sont élevés. Donc on a tous ces paramètres-là qui interviennent. Alors vous pourriez dire, en moyenne, oui, mais en moyenne, tout ça, ces différents, facteurs contextuels, ils vont un peu s'équilibrer. Et donc à la fin, quand même, si le prix de l'eau en régie, il est globalement moins cher que le prix de l'eau en délégation, c'est bien quand même que c'est la faute, enfin je veux dire, c'est que la gestion déléguée, elle est effectivement plus chère. En fait, je ne pense pas que ce soit un argument très valide, cet argument de la différence de prix. Pourquoi ? Parce que, de fait, les modes de gestion ne sont pas répartis de manière un petit peu aléatoire sur les territoires, sur les types d'urbanisme, sur les types d'eau qu'on exploite. De fait, statistiquement, et ça c'est quelque chose qui se mesure de manière tout à fait... les services en délégation sont les services qui exploitent les situations qui sont globalement, statistiquement, les plus difficiles et donc les plus coûteuses. Donc c'est normal que ça se répercute aussi dans le prix. Donc on a un certain nombre d'éléments contextuels qui font que ce n'est pas les situations donc, ne sont pas forcément comparables. Et de fait, les services en délégation sont des services qui donc font face à des coûts qui sont plus importants. Alors, il y a pas mal d'études qui ont été menées là-dessus, parce que la France, justement, c'est un cas d'étude extrêmement intéressant, parce qu'on a plein de données sur des données de coûts, des données de prix, et des données d'urbanisme, etc. Donc il y a plein d'études économétriques qui ont été menées là-dessus. Et globalement, quand on prend en compte tous les éléments un peu et qu'on essaye de comparer toutes choses égales par ailleurs, le différentiel de coûts, il est considérablement réduit entre la gestion publique et la gestion déléguée. Et puis récemment, donc, il y a une étude qui est sortie, qui est extrêmement intéressante. C'est un chercheur qui a eu l'idée de se dire, mais tiens, je vais intégrer dans ma comparaison non seulement des paramètres habituels, donc j'intègre le fait que l'eau, c'est pas forcément de la même qualité partout, l'urbanisme, etc., mais j'intègre également le niveau d'endettement des collectivités, des services. Parce que finalement, et c'est une stratégie de recherche intéressante, c'est de se dire, après tout, quand on a des investissements à faire, etc., on peut choisir soit d'augmenter le prix, soit d'augmenter la dette. Et donc, il a regardé ce paramètre d'endettement. Et il a recalculé donc, les prix de l'eau une fois pris en compte donc, la dette, et en considérant que il a fait différentes simulations. Je rembourse la dette, le service doit rembourser la dette sur 5 ans à tel taux, etc. Donc il fait différentes simulations. Et quand on prend en compte le différentiel d'endettement entre les services, et les services en gestion publique sont plus endettés que les services en gestion déléguée, eh bien, quand on prend ça en compte, à la fin, on retrouve avec des niveaux de prix qui sont des écarts qui ne sont pas significatifs. Voilà. Alors ça, c'est bon, voilà. Donc c'est ce qu'il a appelé les coûts cachés, donc les coûts cachés de l'eau. Donc vous pouvez donc consulter donc son étude qui est parue récemment. Donc voilà, cette question du coût, je sais qu'elle est sensible, etc., etc. En même temps, je ne suis pas sûr que ce soit un argument extrêmement tranchant, justement, extrêmement valable. Alors, le deuxième éclairage, c'est que malgré tout, on peut quand même admettre que en gestion déléguée, ce n'est pas tout à fait le même type de relation entre une autorité organisatrice et son délégataire qu'entre une autorité organisatrice et son opérateur public, sa régie publique. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. Et donc on peut se dire, est-ce que la délégation, si on se dit quand même qu'on envisage ce mode de service, est-ce que la délégation, c'est quelque chose qui est maîtrisable comme type de relation contractuelle entre une autorité et une entreprise privée? Alors, ce qui est certain, et là, j'évoquais les scandales de tout à l'heure, ce qui est certain, c'est que tout ce qui avait fonctionné sur un mode que le chercheur Dominique Laurin, donc, qui est un sociologue qui est spécialiste de ces questions, qui a beaucoup travaillé sur ces questions de gestion de l'eau, de gestion urbaine, de gestion des services urbains, a appelé la régulation globale et politique. Il a dit en gros jusqu'aux années 90, la relation entre élus et entreprises privées
c'était cette régulation globale et politique. C'était en gros, tant qu'il n'y a aucune plainte qui parvient aux oreilles de l'élu, c'est que tout se passe bien. Voilà. Et donc c'était supposé donc bien fonctionner. Et il faut bien voir que tout ça renvoyait donc à la fois donc une certaine philosophie de la délégation de service public qui était je confie ce service technique à une entreprise qui est professionnelle, etc., et spécialisée là-dedans. Et moi, pendant ce temps-là, c'est notamment toutes les années 80-90, c'est le grand essor des politiques de développement territorial, des collectivités, etc. Donc j'investis en quelque sorte mon énergie ailleurs que dans la gestion ou dans la régulation de ce service. Je laisse faire, je fais confiance à mon délégataire et j'ai globalement des bonnes raisons de lui faire confiance parce que il est attaché quand même à sa réputation et donc j'espère qu'il ne va pas abuser de son pouvoir de monopole. Et puis il sait également que si jamais ça dérape trop, je peux toujours remunicipaliser le service. Alors tout ça, ça a peut-être fonctionné, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'au début des années 90, ça ne fonctionne plus. Et tous ces scandales montrent bien qu'il y a eu des dérives, qu'il y a eu toutes ces affaires. Et donc, au début des années 90, pour, passer un peu à une autre étape et mettre en place un nouveau cadre se met en place un nouveau cadre de régulation qu'on peut appeler donc une régulation néo-managériale. Bon, c'est un nouveau type de management qui se met en place. Alors, cette régulation néo-managériale, elle va donc se développer, elle va donc avec un nouveau cadre de procédure. C'est le début des années 90-93 où on va mettre en place, donc on va introduire de la transparence donc dans les procédures de délégation de services publics. Et puis on va également donc mettre en place un nouveau cadre contractuel et on va donc fixer un certain nombre d'éléments donc qui doivent dorénavant donc figurer dans les contrats, dont notamment des obligations de rendre des comptes. Voilà, on est dans cette logique-là. Alors, c'est ce nouveau cadre donc procédural et contractuel qui se met en place donc dans les années 90. On interdit aussi les droits d'entrée. Enfin, je veux dire, il y a tout un ensemble de mesures qui sont prises et qui, en quelque sorte, contribuent à faire fonctionner autrement, en tout cas, ce marché. Alors, ce qu'on a pu constater globalement, c'est que, ça, c'est les deux derniers éléments. C'est des éléments qui sont tirés donc, d'un travail que j'ai dirigé, d'une thèse que j'ai dirigée par une jeune collègue qui a travaillé sur les mobilisations associatives dans le domaine de l'eau. Voilà. Et donc, on a travaillé sur un certain nombre de territoires pour voir quel avait été justement, pourquoi des gens s'étaient mobilisés pour justement exercer une forme de vigilance critique sur les services d'eau, et puis qu'est-ce que ça avait eu comme effet. Alors, ce qui est certain, c'est que globalement, donc, en tout cas, on a pu observer, et je pense que c'est quelque chose d'assez général, c'est un ressaisissement des élus, au-delà, donc ils ont arrêté d'être dans cette pure, disons, régulation un peu globale et politique, un petit peu lâche, et donc ils se sont peut-être davantage réinvestis dans le contrôle de leurs délégataires, et une certaine évolution des pratiques. A également été mis en place une dimension participative donc, dans cette nouvelle régulation néo-managériale, c'est les fameuses, il y a peut-être des membres ici, des gens ici qui sont membres de ces commissions consultatives des services publics locaux qui donc fonctionnent à partir d'un certain seuil de population. Alors cette dimension participative, elle est quand même plutôt globalement assez faible en fait, ça fonctionne pas très bien. Je sais pas comment ça fonctionne à Toulouse, mais enfin là où on a pu étudier un peu comment ça fonctionnait, ça fonctionne pas très bien. Et par contre, ce qui nous paraît plutôt être intéressant, c'est et finalement avoir produit des véritables effets, c'est ce qu'on a appelé donc cette régulation civique qui est exercée par ces associations qui se sont mobilisées. Donc on en a repéré plus d'une centaine à l'échelle nationale et on a travaillé sur quelques-unes d'entre elles. Et ces associations-là, en fait, elles sont dans cette situation dans cette régulation civique, où donc elles exercent ce que Pierre Rosanvallon appelle une contre-démocratie, c'est-à-dire en fait elles soumettent les élus à un flux de critiques, d'interpellations, et d'une certaine manière donc elles les forcent en quelque sorte à assurer une forme de régulation plus serrée, plus efficace des relations avec les délégataires. Alors, cette question de la régulation, elle se pose évidemment de manière singulière, de manière particulière quand on est dans une situation de délégation de service public. Elle se pose également quand on a en face, donc quand le binôme est constitué d'une collectivité
et d'une régie publique. J'ai une collègue qui a travaillé beaucoup avec beaucoup de collectivités et qui, avec justement un responsable de service technique, a parlé de la citadelle technique. C'est vrai que ces services urbains se sont un peu constitués en citadelle technique, et les relations entre un élu et un directeur, il y en a peut-être dans la salle, un directeur de service d'eau, de service d'assainissement, n'est pas forcément plus facile. Enfin, en tout cas, c'est une relation d'un type un peu particulier, et il y a toujours un peu l'asymétrie entre celui qui sait et puis celui qui sait moins. Et donc, la question aussi de la régulation des relations entre le pouvoir politique et le pouvoir technique, elle se pose également pour les régies, en fait. Et se met en place ce qui s'appelle un peu le dialogue de performance. Il y a des mécanismes qui s'inspirent un petit peu des contrats. Je vous parlais de Nantes tout à l'heure, Nantes avec leurs 3 opérateurs, la grosse régie communautaire et puis 2 opérateurs publics. Donc à Nantes, ils ont mis en place en fait une forme de dialogue de performance basé avec un contrat et des objectifs de performance pour leur opérateur public. Et donc il y a cette forme qui se également de régulation, ce mode de régulation qui se met en place et qui est donc promu par, je ne sais pas si vous avez, il y a un rapport, il y a plein de rapports qui sortent sur l'eau très, très régulièrement, mais il y en a un qui est très intéressant sur le prix de l'eau qui a été élaboré donc, par le Conseil général de l'environnement et du développement durable, et donc c'est des hauts fonctionnaires du ministère de l'environnement, et qui donc fait la promotion de ce dialogue de performance structuré entre autorités et pouvoir politique et pouvoir technique. Dernier élément, c'est sur l'éclairage éthique, toujours cette question du profit. Est-ce qu'il est légitime ou pas, indépendamment de la question de la gestion marchande, est-ce qu'il est légitime ou pas de faire du profit avec l'eau vous avez peut-être suivi le référendum en Italie, qui a interdit en quelque sorte, interdit la possibilité de mettre en place de faire du profit avec les services d'eau. Donc c'est un débat qui est toujours extrêmement actif. Alors ça, mais j'ai pas, je vais juste en dire 2 mots. Je pense que c'est intéressant de réfléchir. Alors, on peut tout à fait voir. Je trouve que c'est un débat, comme on l'a vu, il est posé depuis le début. C'est un débat tout à fait légitime. On peut avoir des opinions. Après, voilà, c'est vraiment des choix de valeurs qui s'imposent. Après, ce qui peut être intéressant, c'est quand même de réfléchir à cette notion de est-ce que sur ce profit qui est légitime. Alors, est-ce qu'il n'y a pas des biais de perception sur le profit? Donc j'ai trouvé, il y a quelques études qui ont été consacrées à ça, et qui essaient de montrer pourquoi est-ce que les gens ont plutôt tendance un peu spontanément à considérer que finalement le profit c'est illégitime, même aux États-Unis. Société libérale s'il en est, toutes les études qui sont faites et qui montrent que le profit c'est quand même quelque chose qu'on a du mal à accepter a priori. Et puis sur cette question du profit, oui voilà. Donc, mais on pourrait y revenir peut-être dans le débat, parce qu'il faut que le débat oui, tout à fait, il faut que le débat se lance. Et alors justement, il faut engager le débat. Et je terminerai donc tout simplement après avoir vu un peu tous ces différents éléments, par quelques questions, au-delà donc de ces choix qu'on peut faire, donc techniques, choix pragmatiques, choix éthiques. Donc la question qui se pose quand même, qu'on doit se poser, qu'il faudra bien se poser, c'est au-delà du choix du mode de gestion, c'est quand même globalement le choix d'une politique en fait de l'eau qui est en jeu. Et donc peut-être que la façon de voir, c'est de réfléchir par rapport à ces différents enjeux en fait qui sont importants pour la politique de l'eau, et de réfléchir plutôt à partir de ça pour savoir si peut-être quel est le mode de gestion qui paraîtrait aux uns et aux autres le plus à même donc de permettre cette régulation entre l'autorité politique et l'opérateur technique. Donc c'est la question du contrat, de la régulation du contrat, ou la question donc du dialogue de performance. C'est la question de la gouvernance, et notamment donc de la place qui peut être laissée aux citoyens dans
dans cette gouvernance, au-delà donc de ces commissions consultatives qui ont quand même pas beaucoup qui fonctionnent pas très bien en fait, et donc est-ce qu'on ne peut pas imaginer des formules de régulation civique ou de mobilisation des citoyens qui soient plus intéressantes. La question de la politique tarifaire, qui est une question majeure qui va se poser pour essayer de concilier donc des objectifs sociaux, des objectifs budgétaires, d'équilibre économique et des objectifs environnementaux. La question de la politique industrielle et patrimoniale, comment faire évoluer l'existant et penser les infrastructures de demain, c'est évidemment un enjeu clé. La politique de la ressource, la protéger donc en amont et en aval. Et puis, de manière un petit peu intégrative, c'est penser cette politique de l'eau dans le cadre en fait d'une dynamique métropolitaine globale. Et c'est un peu penser l'eau dans ce qu'on appelle l'impluvium urbain. Et donc, c'est penser l'eau à travers aussi toutes ces connexions avec les politiques d'urbanisme, par exemple, enfin, en particulier les politiques d'urbanisme. Et c'est vraiment ma dernière diapositive pour, disons, donner un peu, vous donner des éléments de réflexion. Je vous propose, juste, enfin, je signale à votre connaissance les principes donc, qui ont été élaborés par les institutions, par les professionnels de l'eau, en quelque sorte, à l'échelle internationale et à l'échelle nationale. Donc l'IWA, c'est l'International Water Association, c'est l'association des professionnels du secteur de l'eau. Et donc se développe aujourd'hui une espèce de doctrine ou de discours hein, sur les villes eau responsables. Voilà. C'est une traduction parce que les anglo-saxons appellent ça les wise cities, donc des cités un peu sages ou responsables par rapport à l'eau. Et l'idée est bien d'essayer d'avoir, donc, de penser bien sûr la question de la gestion du service, il doit être efficace, etc., etc. Mais ce service, il est pensé justement en lien avec l'impluvium urbain et puis le territoire urbain. L'ensemble est également donc inscrit, ces espèces de cercles concentriques, dans un bassin versant qui a ses propres contraintes et ses propres enjeux qu'il faut également prendre en compte. Et puis donc on a également cette question donc de la participation et de l'implication des usagers, citoyens, consommateurs à mettre en place à tous les échelons. Et donc c'est sur ce schéma que je vais arrêter mon intervention. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup de cet exposé très complet. Nous avons une demi-heure environ pour poser des questions à Rémi Barbier et débattre entre nous. Donc je vais circuler dans la salle. Je vous demanderai d'être concis pour que le micro circule au mieux. Je sais que le sujet est un sujet passionnant et passionné. Oui, vous avez dit à juste titre que l'eau n'est pas un bien marchand comme les autres. Effectivement, des associations qui défendent, parlent de biens communs ou de biens publics. Mais on ne peut pas le dissocier des deux modes de gestion, délégation de services publics et régie. Ça a des répercussions sur... Ce n'est pas une marchandise comme les autres, c'est un bien commun. En effet, si on se place dans la logique de la délégation de services publics, c'est une logique de multinationales avec, il faut rémunérer des actionnaires, des lobbies, stratégie de conquête de marché, ça c'est la logique. Et ce n'est pas la logique de la régie publique qui est de... la préoccupation, c'est d'entretenir les canalisations, c'est d'avoir de l'eau, de la bonne eau, on va dire, la qualité de l'eau. Dans l'agglomération, on a quand même, il y a 37 communes dans l'agglo, il y en a 5 qui sont en régie publique, enfin en partie, il y a Colomiers, Brax, il y a 5 communes. Là, il apparaît quand même qu'au niveau de la tarification, il y a en moyenne 15% de moins que si c'est régi en société privée. Voilà, donc on ne peut pas dissocier, dire c'est pas une marchandise comme les autres, je suis bien d'accord, c'est un bien commun, c'est un bien public. Mais à ce moment-là, les deux modes de gestion ont des conséquences et sur la tarification et sur la qualité de l'eau.
prendre une première salve de questions. Oui, ma question est simple. C'est une question sur la situation toulousaine. Que pensez-vous de la double étude qui a été lancée par Toulouse Métropole actuellement? D'une part, une étude comparative entre la régie et la DSP, et d'autre part, une étude comparative entre les 4 candidats qui ont répondu à la DSP. Que pensez-vous de cette méthode, de cette procédure? Oui, bonsoir. Pour revenir sur un des propos que vous teniez, sur les arguments, les pour et les contre entre délégation et régie, sur l'aspect technique, vous disiez que en fait, ce n'était pas si évident que ça qu'en régie, les tarifs soient mieux disants. Et vous argumentiez cela par une sorte de pondération qui ferait que plus il y a de milieux urbanistiques concentrés, plus ça générerait des coûts. Alors je ne comprends pas trop parce qu'en fait, justement, les compagnies vont dans les secteurs les plus urbains parce que c'est là où c'est le plus rentable. Alors il me semble voir là une sorte de contradiction dans votre propos. Oui, bonjour. Merci pour votre exposé. On aurait beaucoup de choses à dire sur la totalité de l'exposé. Enfin, bon, je me présente peut-être un petit peu parce que je pense que c'est important aussi de savoir d'où on parle. Bon, je fais partie, Marie-Françoise Vabre, je fais partie du collectif au Toulouse Métropole, de l'association Au Secours 31, qui donc siège, comme vous l'avez dit, dans le cadre des conseils, des commissions consultatives des services publics locaux. Donc, on aurait beaucoup de choses à dire, mais moi, je vais m'arrêter simplement et j'aimerais que vous approfondissiez un petit peu la question sur le pouvoir citoyen, parce que ça me paraît être quand même la dimension indispensable aujourd'hui, si on veut réellement que les populations s'emparent de ce dossier de l'amont à l'aval. Parce que quand on parle de l'eau, ça veut dire qu'effectivement, il faut qu'il y ait une qualité de l'eau qui entre dans nos usines. Et pour que cette qualité de l'eau qui entre dans nos usines soit meilleure, ça veut dire qu'il faut effectivement qu'il y ait des politiques en amont, en particulier, surtout en ce qui concerne donc la métropole toulousaine. Nous sommes dans une situation avec une eau qui arrive de nos bassins versants, donc ça veut dire qu'elle est complètement impactée par les politiques agricoles. Or, ces politiques agricoles, on sait parfaitement que demain, elles ne bougeront pas si effectivement il n'y a pas une politique volontariste et d'aide, mais de l'ensemble de la société, dont aussi, je dirais, les collectivités qui, aujourd'hui, ont la responsabilité de l'eau potable, de pouvoir dégager des moyens pour les aider à pouvoir se convertir et amener une eau plus propre. Parce que demain, les entreprises publiques, les Veolia et Suez, puisque, pour répondre à la question, il n'y a que 2 entreprises qui ont déposé les offres. Donc, elles vont effectivement nous dire qu'elles ont des usines qui vont être avec des systèmes de filtration et autres de plus en plus performantes et sur lesquels elles vont faire effectivement, y compris des revenus à leur profit. Bon. Donc ça, je veux dire par là, c'est que donc, pour se préoccuper de l'eau en amont, dans la gestion et en même temps de son traitement en aval, ça veut dire qu'effectivement, il faut que les citoyens aient une place autre qu'une place consultative. Or, aujourd'hui, en ce qui nous concerne, effectivement, nous nous battons pour une régie publique et une régie qui est une personnalité morale et une autonomie financière. Bon, autonomie financière, vous en avez parlé, donc c'est parfait, mais une personnalité morale, ça veut dire très clairement qu'il y ait la possibilité, dans le cadre de la régie, et ce qui est possible, c'est qu'il y ait une représentation des associations d'usagers, des associations qui défendent aujourd'hui des problématiques sur l'environnement, et qu'il y ait aussi des experts, parce que c'est vrai, les élus qui siègent dans ces conseils d'administration, ils sont happés par d'énormes tâches dans leur collectivité, et s'il n'y a pas effectivement
des représentants des citoyens qui ont peut-être davantage de disponibilité, de temps, d'intérêt pour se pencher sur ces questions-là, il est clair qu'à ce moment-là, comment faire confiance à un Veolia ou un Suez qui, eux, n'ont comme objectif que de nous donner des éléments dont on n'a aucun moyen de contrôler leur pertinence. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a un manque de confiance qui est total. Mais comment en avoir une autre? Voilà. Donc j'aimerais, puisque vous connaissez ce sujet plus particulièrement, j'aimerais savoir effectivement qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de régies, en tout cas nous on en a rencontré une qui est celle de Montpellier, dans laquelle il y a une présence effectivement de représentants d'organisations d'usagers et qui font leur travail et qui amènent effectivement des éléments d'évolution et d'appropriation par les citoyens de cette question-là. Merci. J'ai noté qu'il y avait d'autres questions, mais peut-être on va laisser Rémi Barbier répondre à cette première série. Oui, on a de l'eau au moulin déjà. Oui, enfin quelques je sais pas si ça marche encore. Oui. Quelques éléments de réaction. Ce qu'a dit Madame sur, il y a un choix à faire, effectivement, je suis d'accord, sur gestion publique et gestion déléguée. Vous avez évoqué les impacts sur la qualité de l'eau. Je ne suis pas sûr que c'est des impacts sur, je ne sais pas exactement à quoi vous pensiez en parlant de ça, mais je ne suis pas sûr que quand on compare la qualité de l'eau, je ne sais pas à partir de quel paramètre vous l'évaluez, dans les services gérés en délégation ou dans les services gérés en régie, on a des grandes différences. Sur la question du prix, et ça fait aussi le lien avec ce que disait l'interpellation de monsieur. Alors je me suis peut-être mal exprimé, hein, mais il y avait deux choses différentes. Quand j'ai parlé des questions de densité, etc., c'était, je pense, quand j'évoquais la difficulté pour le secteur privé, justement, à un moment donné, des coûts croissants, parce qu'il fallait des secteurs moins rentables, etc. Donc ça, c'était pour les difficultés, hein, ce qui a concouru au fait que finalement l'exploitation de l'eau n'était pas une affaire si rentable, hein, pour les entreprises privées à la fin du 19e, et qu'elles sont qu'il n'y a pas eu une résistance énorme ensuite aux remunicipalisations. Pour les études économétriques qui sont menées, enfin les études qui sont menées, et quand je disais que les modes de gestion ne sont pas distribués en quelque sorte uniformément sur tous les types de territoires. Je faisais pas référence donc à ces questions d'urbanisme. Je faisais essentiellement référence aux questions liées donc aux difficultés de traitement de l'eau, en fait, liées à la qualité de la ressource. Et de fait, mais ça on peut le constater, hein, de fait, les services en régie sont les services qui gèrent les services où il y a le besoin de plus de traitement d'eau. Et donc c'est parce que les traitements sont codifiés, hein, à 0, à 1, à 2, à 3, etc. Donc tout ça, c'est des statistiques publiques, on peut faire les statistiques. Et justement, quand on regarde ça, c'est un fait, tout simplement, hein. Et donc, après, globalement, voilà, les études économétriques, elles sont faites pour comparer des services un peu toutes choses égales par ailleurs. Et c'est là où, au terme de ces études économétriques, on voit que l'écart de prix n'est pas c'est pas 20%, c'est pas 15%, c'est peut-être quelques pourcents, mais c'est pas de ce niveau-là. Après, on peut toujours trouver que 3 ou 4%, c'est trop, hein. Je veux dire, ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Et ensuite, la dernière étude dont je vous ai parlé, je pense que c'est quand même un élément qui est intéressant. Il faut aussi donc regarder l'ensemble d'une situation. On ne peut pas résumer un service à son prix, même à son urbanisme. Il faut regarder effectivement la façon dont on gère en fait les financements par l'endettement ou par des prix plus ou moins élevés. Et quand on prend ça en compte, ça atténue encore la différence de prix. C'est pour ça que je trouve que globalement, cet argument, à mon avis, n'est pas forcément l'argument qui peut être un argument, disons, de mon point de vue, hein, qui devrait être un argument sur lequel il faut absolument insister, parce qu'il n'est pas si robuste que ça. Par contre, après, alors, la question du pouvoir citoyen, là, ça me paraît, là, je pense effectivement, c'est quelque chose qui est intéressant. Alors, vous avez parlé du cas de la régie de Montpellier, ou quelqu'un a parlé du cas de la régie de Montpellier, voilà. Alors, il y a une étude, hein, je l'ai pas citée, mais bon. Je pourrais donner des références, hein, après, évidemment, à ceux que ça intéresse, qui a été menée donc, par deux chercheurs qui ont fait une enquête sur justement la centaine de cas de remunicipalisation en France. Et ils ont regardé justement comment étaient gérés ces nouveaux services qui étaient revenus dans le giron public en quelque sorte. Et notamment quelle était la place qui était donnée donc, à la fois aux représentants citoyens et aux salariés. Il ne faut pas oublier non plus les salariés. Alors effectivement, hein, donc, ils ont eu
Ils ont eu des données pour 76 services. C'est donc un document qu'on trouve sur Internet qui est sorti en 2017. Donc c'est vraiment des données extrêmement récentes. Et il y a à peu près la moitié donc, de ces nouveaux services publics qui font une place à des représentants d'usagers, d'associations dans un conseil d'exploitation, voilà. Et 20% qui font une place aux représentants salariés. Donc il y a effectivement une possibilité d'ouverture à une forme de présence donc, effective dans une instance qui n'est pas purement consultative, hein, comme les commissions consultatives des services publics locaux, hein, conseil d'exploitation de régie ou conseil d'administration, qui est effectivement possible dans le cadre de la régie publique. Là où on est en gestion déléguée, et à mon sens, c'est là aussi où il faut justement, si c'est ce choix qui est fait, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait, ou la façon dont quelqu'un est intervenu là pour résumer un peu sur le fait que, bah oui, il y a une espèce d'asymétrie un peu structurelle entre l'entreprise, elle est spécialisée dans ce domaine-là. Les élus, ils gèrent plein de choses. Alors, ils ne sont pas tout seuls. Il y a des élus liés à l'eau, ils ont des fonctionnaires compétents, etc., etc. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une forme d'asymétrie. Et donc, c'est important qu'il y ait cette forme de régulation civique qui soit exercée par des citoyens et qui produisent, qui fasse vivre cette contre-démocratie, c'est-à-dire ce flux d'évaluation des gouvernants par les gouvernés. Le problème en France, c'est que le tissu associatif, il est quand même extrêmement faible. Il a peu de moyens. Il repose sur du bénévolat et des bonnes volontés. Nous, on a étudié des associations, des cohortes de militants qui se sont engagés dans les années 90, au moment où justement où il y avait eu tous ces scandales, etc. Il y a beaucoup de gens qui se sont engagés, qui sont devenus des militants de l'eau à ce moment-là. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus la relève et que il y a pas mal d'associations qui sont en train un petit peu de vivoter. Donc il y a je pense qu'il y a un vrai enjeu. Si on se dit que cette régulation civique, elle est importante, parce que d'ailleurs qu'on soit en régie publique, qu'on soit en gestion publique ou qu'on soit en gestion privée, parce que même en gestion publique, alors on peut avoir donc des gens qui sont dans un conseil d'exploitation, on a les commissions consultatives, mais tout ça, à un moment donné, ça reste une forme de participation institutionnelle, etc. Bon, voilà. Je pense que c'est important qu'il existe quelque chose d'extérieur à tout ça. Voilà, cette régulation civique portée par un tissu associatif. Le problème, c'est il faut donner. Enfin, moi, je pense que ce serait légitime que ce tissu associatif ait des moyens et une capacité réelle d'exercer ce contre-pouvoir. Il y avait une question sur la double. C'était quoi votre question? Sur la procédure. Non, mais sur la procédure. Oui, pardon. Non, oui, non, mais non, mais parce que écoutez, je la connais pas, cette procédure. Donc j'ai dit, moi je connais pas assez la situation toulousaine pour vous donner un avis précis là-dessus. Donc je peux pas y répondre. Désolé. Quelques petites remarques et puis une question. Sur la remarque préalable, c'est que vous faites référence à la nécessité d'avoir des contrôles citoyens extérieurs, donc par exemple en dehors des CCSP, des choses comme ça. Le problème, c'est celui de la capacité que peuvent avoir ces citoyens à accéder à l'information. On va parler du cas concret de Toulouse, par exemple. On a demandé à avoir accès au cahier des charges de la délégation de service public qui a été lancé par Toulouse Métropole. C'est niette. Alors que rien n'empêche, normalement, avant le lancement des négociations, d'avoir accès à ces documents-là. Toulouse Métropole, par des arguties juridiques, a refusé. On en est devant la CADA aujourd'hui, on attend les retours. Mais en tous les cas, par exemple, on a encore un bout de chemin à faire pour avoir cette capacité à ne pas être dans la symétrie, justement, dans les moyens. Il faut aussi rappeler qu'effectivement, et c'est toujours présent quand même, que la loi Sapin avait été faite en 1993, que son nom, c'est pour la transparence de la vie économique, c'est aussi la lutte contre la corruption. Parce que vous l'avez cité, la transparence économique, mais le volet anticorruption, parce que l'eau était bien un secteur dans lequel il y avait prévarication de manière assez constante et continue. Et si j'en tiens que les dernières informations sur lesquelles on a en notre possession aujourd'hui, les dernières émissions de télévision comme celle d'Élise Lucet montrent que ça continue. Les rapports plus qu'ambigus entre collectivités locales, élus en tous les cas, et majors des services. Donc tout. Alors juste, je vais revenir sur l'aspect du prix, parce qu'il y a quelque chose qui me frappe toujours.
Bon, vous parlez des notions d'endettement ou pas, qui pourraient ramener, toutes choses égales par ailleurs, un peu de différence, le prix de l'eau, qu'il soit en gestion déléguée ou en gestion publique. Quand même, au départ, il y a un handicap pour la gestion privée. On doit, rémunérer des actionnaires, dans tous les cas, ce que n'a pas à faire une régie. D'accord ? Par exemple, dans le futur contrat de la ville de Toulouse, on a réussi à avoir quelques fuites quand même. Et soi-disant que le contrat limiterait à 4% le taux de rémunération du futur délégataire, c'est-à-dire le taux de profit qu'il pourrait faire sur le contrat. D'accord ? Puis après, il y a le problème de ce qu'on appelle les frais de siège, c'est-à-dire l'argent qui remonte du contrat vers les services de la maison mère, qui là aussi, dans le futur contrat de la ville de Toulouse, tel qu'il est présenté, serait limité à 3%. D'accord ? À ceci, il faudrait rajouter aussi l'impôt sur les sociétés que ne paierait pas une régie. Les régies ne payent pas l'impôt sur les sociétés, etc. Si on fait un petit bilan rapide sur les 1,2 milliard de budget potentiel de l'eau et de l'assainissement sur Toulouse, ça représente une somme qui va être sans doute comprise entre 80 et 100 millions d'euros. D'accord ? C'est une différence qui est quasi structurelle. Des frais que n'aura pas la régie personnalisée et qu'aura le délégataire. Enfin, des frais, des coûts générés par l'intervention. Donc, je dis comment on peut imaginer demain nous présenter un prix de l'eau qui serait moins cher avec une gestion déléguée. Étant donné que c'est les mêmes ingénieurs, ça sort des mêmes grandes écoles, il y a les mêmes compétences, et que le personnel, si on fait une régie, sera le personnel qui est actuellement en place, qui sera repris par la future régie. Donc je ne comprends pas comment on peut me dire aujourd'hui que tout compte fait, on peut arriver à des coûts à peu près identiques. Ou alors, ça voudrait dire simplement que la Veolia ou Suez seraient des gens hyper performants en termes de gestion. Ils n'ont pas fait la preuve jusqu'au jour d'aujourd'hui, sachant que derrière ça, en gros, plus ils vendent d'eau, plus ils sont contents. Donc, ils n'ont pas intérêt à ce qu'on fasse des économies de consommation. Donc voilà, donc tous ces points-là me gênent un petit peu et je pense qu'on n'a pas tort comme dire que structurellement, l'eau déléguée est quand même plus chère. Oui, je voudrais revenir un petit peu sur la dimension participative. Bon, je pense que beaucoup d'interventions font le remarque qu'elle est faible, je dirais, et il y a quand même un déficit, je dirais, de participation. Moi, je vois dans les CCSPL, puisque on est amené, disons, en 2018 à examiner des rapports d'activité de 2016. Donc, on n'est pas en avance de phase, on n'est pas sur le travail réel de terrain qu'on pourrait mener. Il y a un point que vous n'avez pas abordé, je dirais, dans la comparaison régie et DSP, c'est sur les souplesses de fonctionnement, je dirais. Avec les DSP, on est quand même avec des systèmes, je dirais, qui sont figés au départ, avec des possibilités d'avenant, mais qui restent toujours complexes à mettre en place, parce que bon, les services juridiques du côté du délégataire ou de la municipalité obligent à pas mal de va-et-vient. Donc ce point-là est important parce que bon, c'est des évolutions de services qui peuvent se faire, je dirais, en fonction des besoins et des demandes aussi des usagers. Un autre point aussi, je m'intéresse souvent, les majors, je dirais, dans l'eau, mettent en avant leur capacité d'innovation, de lien avec le secteur de la recherche. Quelles capacités ont les régies qui sont souvent, je dirais, dans différentes métropoles ou dans différents territoires, leur capacité à se coordonner pour, justement, au niveau soit des bureaux d'études pour apporter du conseil, justement, dans certains domaines techniques, d'avoir des retours d'expérience et pouvoir donc avoir un système qui soit assez évolutif par rapport à des nouvelles technologies. Et moi, je voudrais revenir sur un point assez paradoxal. C'est votre quatrième temps qui est implicite. Pourquoi, alors que le courant dominant est plutôt libéral, en ce moment, on a l'impression qu'on va aller vers un modèle plutôt du libéralisme économique, pourquoi effectivement il y a une demande à régie? L'argument qui est souvent invoqué sur le coût, je trouve que vous l'avez effectivement, vous n'avez pas assez creusé, parce que ce que vous dites peut être vrai, et je suis d'accord, je fais des statistiques sur cette question de répartition, mais peut-être après, quand même, c'est 8% d'écart qu'on trouve dans la rémunération des actionnaires ou dans les impôts sur la société qui est évidente. Là, on peut pas. Soit c'est de l'incompétence du côté du gestionnaire, soit aussi c'est peut-être qu'il nous offre des conditions de travail aux salariés plutôt mieux, ou alors, dernier point, c'est peut-être qu'effectivement, sur les investissements à long terme, il y a quelque chose qui se passe. Mais je crois qu'effectivement, ça a été dit, le fait que les citoyens veulent revoir des choses là-dedans, c'est pour reprendre un petit peu la main là-dessus. Deuxième aspect qui me paraît aussi très important, et là où les citoyens jouent un rôle, c'est le lien que vous avez effectivement abordé, mais très rapidement, avec la gestion de la ressource. Quand c'est effectivement une régie, on peut penser que le personnel qui est là-dedans,
se sentira plus concerné par l'ensemble du cycle de l'eau, ressources, eau du robinet et assainissement derrière, qu'un système où effectivement Veolia dit, moi vous me donnez n'importe quelle eau, je la prends, mais c'est un peu ce que vous avez fait dans les statistiques. Je prends l'eau telle qu'elle est. Alors qu'effectivement, l'eau, ça se construit. Si vous vous occupez de la ressource, effectivement, dans 6 mois, 1 an, 10 ans, vous aurez peut-être une eau de meilleure qualité. Donc, les questions qui sont posées à travers le coût, on ne peut pas les zapper uniquement en disant c'est pas important au niveau statistique et c'est pas significatif. Je crois qu'il y a derrière des raisons dont tout le monde a conscience, notamment les associations, les gens qui s'intéressent, c'est que de l'eau, il faut avoir une vision globale et que l'entreprise privée ne l'aura pas. Et je rejoins après tout ce qui a été dit sur le fait qu'effectivement, une fois que le contrat est passé, on ne peut pas faire, par exemple, du tarif social. Un exemple aussi quand même que je n'ai pas dit, qui explique les coûts, c'est que souvent les régies sont plus tolérantes à les impayés quand c'est des pauvres qui ne payent pas. La direction des services publics, elle a tendance à aller mettre des huissiers, à récupérer son argent. Donc il y a tout un tas de choses qu'effectivement les gens sentent bien que c'est mieux une régie publique au-delà du simple petit calcul financier. Juste une question sur eau et assainissement. Est-ce que vous pouvez apporter des éléments? Parce que ça pose question si on raisonne l'ensemble du cycle, un peu ce qu'il y a d'une certaine manière sur ce schéma, qu'on raisonne séparément l'eau et l'assainissement. Par exemple, à Toulouse, tout est ouvert. Il pourrait y avoir l'eau, la distribution de l'eau potable, par exemple en régie, et l'assainissement au privé. Enfin, on a vu, il y a pas mal d'exemples en France aussi, où des fois, sous la pression, il y a une remunicipalisation de l'eau, mais par ailleurs, il y a la régie qui est donnée au privé, l'assainissement qui est donné au privé, avec des marges des fois importantes, pour compenser ce qui a été perdu de l'autre côté. Donc ça pose une question. Est-ce que c'est pas intéressant de travailler sur ensemble l'eau et l'assainissement plutôt que les dissocier? Que ce soit d'ailleurs privé ou public. À répondre aux questions, à pas répondre à toutes les questions. Non, je vais quand même essayer de répondre. Bon, moi c'est évident qu'il faut avoir une politique de préservation de la ressource en amont. Enfin, ça me paraît, ça complètement. On avait parlé tout à l'heure, j'avais pas réagi sur la question de la PAC. Mais moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait que tant qu'on ne changera pas de politique agricole, on peut toujours s'amuser à faire à réfléchir à des méthodes. Et dans mon laboratoire, on travaille sur ces questions-là pour essayer de modifier les pratiques agricoles. Alors, on imagine de mettre des équipements, on imagine de mettre des régulations, des incitations, on imagine de mettre des coups de pouce, etc. Je veux dire, tout ça, c'est pourquoi pas. Mais je pense qu'il y a un problème, il y a un problème structurel. On a Marie-Christine avait rappelé là, moi je travaille aussi, je m'intéresse à ce qui se passe dans le bassin Seine-Normandie, et donc justement dans le conseil scientifique, à un moment donné on avait regardé l'écart d'argent pour l'eau qui était disponible entre ce que l'agence de l'eau pouvait en quelque sorte verser pour aller vers des politiques plus favorables à l'eau, et ce que la PAC apportait. Donc, dans le bassin Seine-Normandie, le rapport il est de 1 à 50. Donc c'est sûr que les gestionnaires de l'eau, je veux dire, ça pèse rien en fait par rapport à la PAC. Donc tant qu'on sera un peu dans ces logiques-là, et c'est vrai que la politique de l'eau, c'est quand même une politique qui est globalement dominée par la politique agricole et qui est dominée aussi encore en large partie par les politiques d'urbanisme. Donc ça, je veux dire, je suis tout à fait d'accord. Et alors, ce que peut faire ou pas, alors est-ce que c'est ça a des est-ce que ça se joue sur le mode de gestion, le fait d'avoir une politique proactive, active par rapport à la protection de la ressource en amont? Ça, je ne sais pas. Les délégataires sont très travaillent pas mal avec la profession agricole pour essayer donc d'avoir des programmes collaboratifs, et des régimes mettent aussi en place. Je pense que vous avez tous entendu parler des accords un peu volontaires pour essayer d'inciter de manière plus
y compris monétairement, donc des agriculteurs à changer de pratique, éventuellement passer à l'agriculture biologique sur notamment les zones les plus sensibles, les aires d'alimentation des captages. Donc ça, oui, évidemment, il faut une vision globale. Et là, on ne parle que de l'eau urbaine avec l'eau telle qu'elle arrive. Mais comme disait monsieur, l'eau, elle est fabriquée, construite tout au long du bassin versant. Et c'est à cette échelle-là qu'il faut effectivement intervenir. Bon, avec des instruments qui existent et qui sont imparfaits. Mais voilà, qu'il faut effectivement faire vivre. Alors, on peut les faire vivre d'autant plus peut-être qu'il y a une participation citoyenne, ça a été redit, et notamment sur cette question de l'asymétrie, sur le fait que l'accès, s'il n'y a pas l'accès à l'information, je suis d'accord que ça ne veut pas dire grand-chose. Et dans les mobilisations qu'on a étudiées donc sur le début des années 90, c'était exactement la même chose en fait. Les gens d'abord se sont heurtés. En fait, ils sont venus, les militants qu'on a interrogés, c'est des gens qui ont été interpellés à un moment donné, se sont dit mais tiens, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une hausse du prix, il y a un changement de mode de gestion, etc. Donc c'était au départ une forme de concernement sur Et puis donc il y a eu cette idée de mener un peu l'enquête pour comprendre ce qui se passe, comment ça fonctionne, etc. Et la première chose, et ce qui a renforcé leur détermination, c'est au départ de se heurter effectivement à ce mur du silence, en fait, du silence et du mépris. Bon, voilà, pas d'information et pas d'interlocuteur. Bon, et tout ça, il a fallu effectivement construire cette implication et cette vigilance citoyenne. Et c'est toujours à reprendre. Bon, c'est toujours à reprendre. Et ce que je disais, mais bon, il n'y a pas de. Je ne sais pas s'il y a des recettes, non, il n'y a pas de recette miracle. Mais encore une fois, et je pense qu'il y a une vraie difficulté liée à la faiblesse du tissu associatif, qui n'est pas liée au tissu associatif, qui est liée, il n'y a peut-être pas assez de financement pérenne, ou on pourrait imaginer d'associer justement, si on prenait au sérieux cette idée que c'est bien d'avoir une régulation civique, c'est bien d'avoir, donc, c'est pas que c'est bien, c'est que c'est nécessaire pour la vie démocratique et pour le bon fonctionnement des services, d'avoir des gens qui, de l'extérieur, donc, exercent une forme de vigilance et sont intéressés. Il faut effectivement leur donner l'information et leur donner des moyens. Ça, je suis tout à fait d'accord. Sur la capacité des régies à avoir des retours d'expérience. Alors, il y a des... Bon, c'est sûr que les régies n'ont pas de centre de recherche comme les entreprises privées. Les régies ont des formes de collaboration. Il y a des formes de collaboration avec donc des organismes, avec des organismes de recherche, notamment dans le domaine de l'assainissement. Ça a pas mal fonctionné en fait. Et il y a un certain nombre donc d'organismes donc collaboratifs, notamment donc à Lyon, en Seine-Saint-Denis. Je sais plus, il y en a encore quelques-uns, où donc il y a des collectivités qui sont donc impliquées dans des actions de recherche. Et après, c'est les formes de partage des expériences et d'échange de pratiques entre collectivités, entre régies. Ça existe au sein d'un certain nombre de structures qui font vivre ces échanges, notamment la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, qui est donc une structure qui fédère donc les collectivités, les régies, et qui organise des échanges d'expériences. Et donc voilà, tout ça fonctionne. Alors, enfin, ça fonctionne. En tout cas, ça. Ensuite, sur la question du prix. Il y a aussi peut-être un élément possible d'explication qui est lié au fait que les régies ne sont pas forcément toujours aussi efficaces qu'elles devraient l'être. Alors, je n'avais pas commenté, et ce qui peut expliquer que, si vous voulez, à un moment donné, d'une certaine manière, on peut expliquer, et c'est un peu ça la philosophie des contrats. Imaginez, vous avez au départ, finalement, une entreprise qui a le même niveau de prix que la régie. Et puis, la régie continue, voilà, etc. Et l'entreprise, elle fait des gains de productivité, en fait. Et c'est là-dessus qu'elle va, dans le long terme, générer des profits. Et donc, la question qui est importante ensuite, quand on est dans le cadre de cette gestion déléguée, c'est le partage de ces gains de productivité. Alors, le partage de ces gains de productivité, il passe par, notamment la formule d'actualisation des prix. Enfin, il y a un certain nombre de formules qui permettent de faire en sorte que le consommateur bénéficie un peu des gains de productivité qui sont réalisés par le délégataire. Mais c'est sûr qu'il en garde la majeure partie pour lui. Alors, le fait
que les régies soient pas si efficaces que ça. J'avais pas commenté tout à l'heure, parce que bon, j'avais déjà passé trop de temps. Pourquoi j'avais mis en fait cette couverture de Que Choisir, parce qu'en fait Que Choisir avait fait donc une enquête et dénonçait le manque d'efficacité de certaines régies et les marges abusives de certaines entreprises. Donc voilà. Alors après, bon, je dis pas non plus que. Est-ce que j'ai dit ça? Mais non, c'est pas forcément des feignants, c'est peut-être. Ah mais. Ouais. Non, j'ai pas dit ça, mais j'ai dit que. Oui, peut-être. Ouais. Oui. Oui. Je ne sais pas si je peux. Oui, c'était très court puisqu'on arrive au bout de l'heure, mais 2 exemples qui répondent un petit peu, pour moi en tout cas, à certaines des questions. Le premier, c'est New York, qui a hésité longtemps avec la proposition de Veolia d'installer une méga centrale de traitement de l'eau parce qu'ils avaient des problèmes avec les agriculteurs du bassin versant de New York. Et au fil du temps, ils ont vu que c'était mieux de racheter des terres ou d'aider les agriculteurs. Et du coup, on passait d'une méga centrale qui coûtait une fortune que n'avait pas New York, plus un entretien annuel qu'ils n'avaient pas non plus, à quelque chose qui a coûté une petite mise au départ. Et ils ont, semble-t-il, avec l'aide de Veolia quand même, mais avec un contrat qui leur coûtait beaucoup moins cher, résolu leur problème de préservation de la ressource. Et le deuxième exemple, ça répond à une autre question qu'on a beaucoup discuté là sur les tarifs et la rentabilité du privé. C'est la ville de Hambourg qui avait délégué donc, et le délégataire, il avait entretenu le réseau, mais avec des buses qui ne tenaient que 30 ans au lieu d'un siècle. Quand c'est revenu au public, ils ont pris sur la figure le fait que le réseau, ils allaient se le retaper bientôt. Alors bien sûr, ils étaient rentables. Ils arrivaient même à payer bien leurs agios et les investisseurs, sauf que quand c'est repassé au public, là, il y avait une facture. Voilà, c'était juste 2 exemples que je tenais à mettre pour éclairer un peu. Ça a été discuté plusieurs fois. Oui, oui. Et juste dernière intervention rapide, enfin, sauf si vous voulez intervenir. Bonsoir à tous, Jean-Charles Laclos, moi je suis le directeur du cycle de l'eau Toulouse Métropole. Je voulais juste intervenir et vous remercier d'ailleurs pour votre intervention sur un élément, parce que vous n'êtes pas revenu sur un triptyque qui est important, me semble-t-il, c'est le triptyque de l'organisation d'un service public d'eau et d'assainissement. Et on retrouve dans ce triptyque-là 3 éléments fondamentaux. 1, l'autorité organisatrice. 2, la maîtrise d'ouvrage. L'autorité organisatrice, c'est l'entité qui va mettre en œuvre la politique générale définie par les élus sur la question de l'eau et de l'assainissement. C'est elle qui va contrôler également une régie d'ailleurs ou un délégataire. Le deuxième sujet, le deuxième bloc, c'est la maîtrise d'ouvrage. Cette maîtrise d'ouvrage, c'est l'entité qui va réaliser les investissements, qui va les porter, qui va les étudier en lien avec l'urbanisme, avec le renouvellement des canalisations, renouvellement des équipements, etc. Et le troisième point, c'est l'opérateur. Et là, effectivement, l'opérateur, c'est le débat que vous avez mené ce soir sur qui doit intervenir, qui peut intervenir en fonction des avantages et inconvénients de chacun des modes de gestion. Mais ce n'est, entre guillemets, que l'opérateur. Et le sujet ressources, qui est un sujet bien entendu fondamental pour l'avenir des services d'eau et d'assainissement, selon moi, c'est un élément qui doit être porté au niveau de l'autorité organisatrice. Cette autorité organisatrice n'est pas délégable. Et l'ensemble des délibérations qui sont sorties, et je crois le positionnement unanime des élus de la métropole, c'est de renforcer cette autorité organisatrice, faire en sorte qu'elle puisse avoir les moyens de main d'agir, à la fois dans le service public de la métropole, mais aussi à l'extérieur, en amont, à l'aval, avec des outils qui existent. Agence de l'eau en premier lieu, qui est quand même un outil important. Vous soulignez des différences entre la PAC et le financement. Je dirais juste 2 éléments. Le 11e programme est en train de se construire pour l'Agence de l'eau. Le seul budget qui augmente, c'est celui qui est destiné au monde agricole, à la reconversion, etc. Toulouse Métropole contribue à hauteur de 25 millions d'euros
pour le financement du budget de l'agence. Donc il y a déjà les abonnés métropolitains qui contribuent quand même largement à la politique de l'agence de l'eau. Il faut le souligner parce que c'est pas anodin dans un budget, c'est un peu plus de 10% du budget de l'agence de l'eau à Dour-Garonne. Donc le débat doit se mener bien entendu sur la question de l'opérateur. L'autorité organisatrice, elle doit avoir largement sa capacité de même pour piloter cette politique extrêmement importante. Sur la maîtrise d'ouvrage, à Toulouse, a été décidé en 2017 de faire porter majoritairement à plus de 70% la maîtrise d'ouvrage par l'entité publique Toulouse Métropole, et notamment la globalité de tous les renouvellements de canalisation, etc. Donc le choix doit se faire demain sur la question de l'opérateur, qui est un élément fondamental dans le cycle, bien sûr. Et dans ce triptyque-là, au centre, il y a l'usager, l'abonné, parce que tout doit converger vers cette qualité de service, cette qualité de l'eau. Et lorsqu'on construit l'organisation globale, eh bien, c'est l'usager qui nous concerne. Voilà, merci. Bon, j'ai pas de réaction particulière sur ce que disait monsieur. Sur le cas de New York, je trouve que c'est effectivement intéressant sur le débat entre les solutions techniques et les solutions non techniques, en fait. Et effectivement, on sent bien qu'il y a une grosse pression aujourd'hui, grosse offensive pour vendre des solutions techniques, que ce soit du traitement de l'eau, que ce soit de la réutilisation des eaux usées traitées, etc. Et c'est du dessalement. Enfin voilà, il y a toute une gamme en fait de nouvelles techniques qui apparaissent sur le marché, qui apparaissent en tout cas, qui sont en plein essor. Et il faut évidemment avoir le réflexe de se dire, mais est-ce qu'il faut se précipiter dans les solutions techniques, ou est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder d'abord les solutions plutôt territoriales, en fait. Et effectivement, c'est les solutions territoriales où il faut regarder en amont, en aval. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à regarder si on peut donc agir à l'échelle d'un bassin versant et agir intelligemment à l'échelle d'un bassin versant, plutôt que de mettre en place une nouvelle unité de potabilisation de l'eau, ou réallouer ou réenvisager envisager autrement les usages de l'eau, plutôt que d'être à nouveau dans la politique classique de l'offre, quoi, en fait, où dès qu'on a un besoin, ou dès que ça coince un petit peu, hop, on va aller chercher à nouveau davantage d'eau. Il faut peut-être effectivement avoir des politiques qui soient plus, pas comme on pourrait dire, mais plus territoriales et plus axées sur aussi la question des comportements. Alors c'est des politiques qui sont peut-être plus difficiles à mettre en place. Voilà, c'est pas juste un investissement qui permet de résoudre un problème. Donc ça, je suis tout à fait. Merci d'avoir souligné ce point. Écoutez, je vous propose qu'on arrête là. On n'a pas épuisé évidemment le débat. Voilà, c'est une contribution pour éclairer davantage le débat. On y reviendra. Enfin, je pense que le CODEV sera amené à reprendre une initiative en septembre, peut-être sur les questions de régulation civique, qui est sortie là, pour essayer de voir comment elle s'opère sur un certain nombre d'exemples concrets, en faisant venir aussi des gens susceptibles de témoigner de cette capacité de régulation. En tout cas, qu'il soit clair que le CODEV ne prendra pas position sur la question de l'opérateur, parce que vous imaginez bien que le CODEV, étant extrêmement divers dans sa composition, est traversé par cette question-là, qui a des positions probablement pour une voie et puis d'autres pour une autre voie, et que c'est probablement une question sur laquelle il n'y a pas possibilité de trouver un consensus. Donc la fonction là du CODEV, c'est d'éclairer effectivement le débat, par contre de revenir sur la question effectivement de la régulation civique. Là, on peut dire que quel que soit le choix de l'opérateur, cette question-là reste posée, et que là, probablement, le CODEV, compte tenu de ce qu'il est, peut être aussi partie prenante du débat et de la réflexion. Voilà. En tout cas, suivez les activités du CODEV, revenez. Alors, il y a une prochaine conférence en novembre, le 26 septembre, qui est la conférence qu'on avait dû annuler, qui devait se tenir
en mars et que nous avions reporté à cause des problèmes de grève Air France, SNCF. Conférence avec Pierre Weltz, qui est un économiste par ailleurs Grand Prix de l'urbanisme, à qui on a demandé de venir expliquer ce qu'il porte, c'est-à-dire une vision de la métropole ou de la métropolisation qu'il a appelée la métropole France, c'est-à-dire comment le réseau des grandes villes au fond françaises à l'échelle mondiale fonctionne comme une sorte de métropole France. Donc on reviendra sur le débat de la métropolisation et des métropoles avec Pierre Weltz le 26 septembre. Et puis avec le partenariat de la médiathèque, on organisera, bien sûr, on continuera à organiser ce cycle de conférences. Et n'oubliez pas de suivre aussi les débats Métropole en débat, puisque c'est dans ce cadre-là qu'avait eu lieu le premier débat sur la question de l'eau. C'est un autre type d'instance. Là, on n'invite pas forcément un conférencier, on ouvre une scène de discussion où l'ensemble des arguments pour ou contre peuvent être formulés. On l'a fait sur la tour Occitanie, on l'a fait sur l'eau, on l'a fait sur la question de l'hospitalité, et on en tient à peu près un tous les mois et demi. Voilà. Merci à vous et à bientôt, j'espère. Et merci à Rémi Barbier d'être venu passer ces 2 heures avec nous.